Nous sommes le jeudi 25 septembre 2025 et vous écoutez le second épisode de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on parle drone et on reçoit le photographe, télépilote et journaliste spécialisé Patrick Lévesque. Avec lui, nous allons essayer de répondre aux questions fondamentales que l'on se pose quand on veut se lancer dans le drone. Est-ce que c'est facile à utiliser? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Ou comment choisir le bon modèle? Cette émission vous est présentée par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Et ben c'est parti, deuxième épisode de cette 11e saison du podcast. Comment vas-tu Benjamin ce matin? Salut Arthur, un peu moins énergique que toi. Je suis très en forme. J'ai moins dormi, mais néanmoins enthousiaste à l'idée de reparler de drone, puisqu'on a effleuré le sujet en fin de saison dernière avec un certain Édouard Salmon, l'excellent Édouard Salmon. Qu'on entendra de nouveau aujourd'hui. Qu'on va réécouter. Sur un versant très pratique, aujourd'hui, on va parler un peu plus aussi de technique avec notre cher ami Patrick. Pour une fois, on ne va pas parler de papier avec toi. On ne va pas parler de couleurs, de gestion des couleurs, ou un tout petit peu. Mais on va parler d'une facette un peu moins méconnue de ton travail. Salut Patrick, comment ça va? Ça va, je suis très content de vous voir tous les deux, ça faisait un petit moment aussi. Et effectivement, parler autre chose que de papier et de couleurs, même si j'adore ça. On va parler d'un autre sujet que je traite depuis longtemps, mais en loose day, puisque personne ne le sait en vérité. Et avant que DJI monopolise le marché. Bien avant DJI et bien avant les drones en fait. Et on va parler de drones aujourd'hui, ça me fait très très plaisir, d'autant qu'il y a une actu plutôt intéressante en ce moment. Donc, paraît-il. Ouais, il paraît. Alors Patrick, on va changer un petit peu les règles cette semaine. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Patrick Lévesque, je suis photographe, journaliste, je suis distribué par SIPA Presse et je m'occupe de tout ce qui traite du transport ferroviaire, tout type de transport. Et plus récemment, depuis 2 ans, je traite aussi de tout ce qui traite à la défense, donc tout ce qui est armement aérien. Et je m'envoie beaucoup en l'air, comme on dit, pour faire des prises de vue qui sont aussi super intéressantes. Et d'un autre côté, beaucoup de gens qui me connaissent savent ce que je fais en tant que journaliste. Je traite de tout ce qui touche à la photo, l'impression jet d'encre, les papiers. Mais ça fait très longtemps que je teste du drone. J'ai commencé du reste le premier papier, on va dire, pour Feu le monde de la photo, avec le Mavic 3. Et aujourd'hui, je traite de tout ce qui est drone pour le site Les Numériques. Alors, vous ne me trouverez pas sous mon vrai nom, parce que là-bas, je me suis non pas caché, mais j'ai pris un pseudo, histoire de brouiller les pistes. C'est assez facile à trouver. C'est très facile à trouver, parce qu'il n'y a que moi qui parle de drone, donc vous le trouverez très facilement. Et comment t'en es venu à t'intéresser finalement au drone et à te spécialiser là-dedans? En fait, avant même de parler de drone, ça fait 15 ans avec mon frère qui, lui, pilotait des hélicoptères. D'abord, ce qu'on appelle du modélisme, en fait. Mais oui, des gros modèles, voilà. C'était pas un hélico, on va en parler plutôt les engins volants, tu veux dire? Alors oui, des hélicos radiocommandés, bien entendu, pas de vrais hélicos. Donc lui, il s'éclatait avec ses hélicos, puis il me dit, mais ça t'intéresserait pas qu'on fasse de la prise de vue aérienne avec un hélico? Sauf je parle de ça, il y a plus de 15 ans, il n'y avait pas grand-chose qui existait, à part des systèmes qu'il fallait mettre au point. Donc on a investi, surtout mon frère a investi énormément d'argent dans son hélico. C'est un investissement de presque 25 000 euros à l'époque. Oui, j'allais dire, là, c'était en dizaines de milliers d'euros. Voilà, c'était très, très, très cher. C'était un hélicoptère avec une tête gyrostabilisée devant. On a mis énormément de temps à mettre au point. Ça pesait combien, ça? En poids? Ouais. Je crois que la bestiole pesait une quinzaine de kilos nus, et dès qu'on y mettait, parce qu'on pouvait embarquer mon EOS1 de l'époque, on aurait pu embarquer une RAID ou tout autre type d'appareil, ça allait jusqu'à 20 kilos, on va dire, la bête. Et surtout, c'est que c'était quand même un engin très, très, très compliqué. Moi, personnellement, je ne pilotais pas. Voilà, on travaillait en équipe. Mon frère pilotait et moi, je pilotais la nacelle, en fait, on va dire la sphère. Et mais les premiers pas, on va dire, en prise de vue aérienne, sauf que moi, j'ai fait énormément de prises de vue en hélico. J'ai une centaine d'heures d'hélico.
en pilote. Là, ce qui était intéressant, c'était de vraiment pouvoir travailler à deux. Un pilote qui est concentré sur le vol, je pense qu'on reviendra sur ces aspects du reste. Complètement. Et moi qui m'occupais donc de la partie pure prise de vue. Et on avait un troisième larron qui, lui, s'occupait de toute la partie sécurité, parce qu'il y avait énormément déjà d'astreintes à l'époque en termes de vol. Et on est parti comme ça. Et après, évidemment, la législation s'est durcie au niveau de la DGAC et tous les organismes, parce que c'est très compliqué de voler en France. La législation... Direction générale de l'aviation civile. Oui, exactement. Ouais. Et on est passé à un drone, mais c'était pas encore DJI à l'époque. Là, c'était un drone qu'on a presque fait mettre au point par un fabricant à Nancy, qui en même temps, lui, il était content parce que on testait pour lui, on a testé les nacelles, etc. Et est arrivé DJI avec le Phantom. Et là, ça a complètement, je dirais, le Phantom, pour moi, a bouleversé la donne à l'époque pour les opérateurs comme nous, c'est-à-dire professionnels. Et c'est-à-dire que l'investissement, c'était plus du tout le même, quoi. C'est comme l'arrivée du 5D Mark II en exactement, vidéo. Exactement. Ça a je pense que DJI a bouleversé la prise de vue aérienne, on va dire, par drone, comme le 5D l'a fait pour la vidéo. Bon. Allez, on attaque notre émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, DJI lance la 5e génération de son drone Mini Pro. Lumix annonce un super télézoom et Fox nous partage son coup de cœur de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Drôle de coïncidence de calendrier, mais le constructeur chinois DJI vient d'annoncer il y a quelques jours un nouveau modèle de drone, le Mini 5 Pro. La principale particularité de ce modèle est sa compacité et son poids sous les 250 grammes, au regard naturellement de ses performances. Le Mini 5 Pro entre dans la classe C0 catégorie ouverte, ce qui laisse à ses propriétaires une très bonne latitude d'utilisation. Nous nous sommes entretenus avec Olivier Mondon, Senior Communication Manager chez DJI, et il nous parle des principales différences entre ce nouveau modèle et la version de 4e génération. Le nouveau DJI Mini 5 Pro, c'est en fait, je dirais que c'est presque une révolution dans la gamme Mini chez DJI. Quand on pense au premier Mini qu'on a lancé il y a quelques années, c'était surtout pour répondre au form factor, aussi à la réglementation des 249 grammes, c'est-à-dire des drones qui ont moins de 250 grammes sont plus à même à voler dans des scénarios différents, en tout cas beaucoup plus démocratiques. Et donc, c'était vraiment la portabilité du drone. Aujourd'hui, on passe dans une nouvelle dimension avec le Mini 5 Pro. J'aime souvent dire que c'est le plus pro de nos Mini, bien sûr, mais c'est aussi le plus mini de nos pros, puisque c'est le premier capteur 1 pouce sur une gamme Mini, donc de cette taille. C'est donc un gros changement, parce qu'avec un capteur 1 pouce de 50 millions de pixels, on peut faire vraiment des photos de superbe qualité vue du ciel. En fait, c'est le même capteur que la DJI Pocket 3, donc c'est comme si c'était une Pocket 3 volante avec un capteur 1 pouce et aussi d'autres améliorations, par exemple la rotation flexible de la nacelle à 225 degrés qui permet de faire des prises de vue en verticale réelle sans recadrage. Et aussi, bien sûr, toujours des améliorations pour les détections d'obstacles, pour les vols de nuit. C'est vrai que la caméra de la Pocket 3 est toujours superbe pour tout ce qui est basse lumière, basse luminosité. Donc là, on retrouve aussi les mêmes propriétés. Voilà, donc c'est un mini drone, mais qui réunit vraiment non seulement la compacité, mais aussi toute la performance qu'un professionnel peut attendre. Côté captation donc, on retrouve une nacelle 3D capable de pivoter à 90 degrés équipée d'un bloc composé d'un capteur 1 pouce de 50 millions de pixels associé à une optique grand angle équivalent 24 mm f1.8. L'appareil est capable de délivrer des séquences jusqu'au 4K 60p 422 bits, H265 HDR, 4K 120p ou Full HD 240p. Le constructeur annonce une dynamique de 14 IL avec les modes HLG et D-Log M.
Côté vol, on retrouve l'Active Track 360 degrés pour le suivi de sujets, un système de détection d'obstacles omnidirectionnel grâce à plusieurs capteurs dont un lidar, une portée théorique de 20 km, une autonomie de vol de 36 minutes et une transmission Full HD 60p 10 bits. Le nouveau DJI Mini 5 Pro est proposé au prix de 799 € en version Flymore avec une télécommande RCN3 et quelques accessoires au prix de 999 €. À noter qu'une version avec la télécommande RC2 est proposée au prix de 1129 €. Lumix annonce un nouvel objectif en monture S pour ses hybrides full frame. Il s'agit d'un super télézoom 100-500 mm offrant des ouvertures maximales variables f5.7.1. Cet objectif, qui se destine en premier lieu à la pratique de la photo animalière ou sportive en extérieur de jour, est conçu pour une utilisation terrain avec une protection tropicalisée et à main levée. Il est compact avec moins de 20 cm de long replié et intègre une stabilisation optique qui lui permet, grâce à la technologie Dual IS2, de gagner jusqu'à 7 IL. L'objectif est équipé d'une double motorisation autofocus linéaire rapide, précise et silencieuse avec un traitement efficace du phénomène de focus breathing. Il est compatible avec les multiplicateurs de focale et peut donc atteindre une focale de 1000 mm. À noter que la bague de mise au point manuelle est programmable et peut être attribuée à une autre fonction. Le nouveau Lumix S 100-500 mm f5.7.1 sera disponible dès le mois d'octobre et proposé au prix de 2099 €. Et pour terminer, on écoute Baptiste Soto nous partager le coup de cœur Fox de la semaine. Il revient sur la dernière optique signée OM System. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une optique qui nous a particulièrement impressionnés. Et c'est une optique OM System qui est de 50-200-2.8 IS Pro, mais je rappelle qu'on est en micro 4 tiers, donc les focales se multiplient par 2. Donc on parle en fait d'un 100-400-2.8. Et quand on parle de cette optique, ce qui est un peu déstabilisant, j'ai l'impression d'être un commentateur sportif qui commente une course indécise entre une Twingo et une Ferrari. On est en train de parler d'un zoom télé à ouverture 2.8 et en fait, quand on cherche à le comparer, les seules optiques avec lesquelles on peut le comparer sont des optiques à plus de 10 000 € alors qu'il vaut 3 fois moins cher et qui pèsent en plus le double du poids. Et alors, là, je parle quand on compare par rapport à du Canon. Si on va comparer par rapport à du Nikon, c'est encore plus drôle parce que pour à peine moins cher, vous avez un 100-400 4.5-5.6. Donc une optique qui est absolument incomparable en termes de perspective. Alors évidemment, on entend du oui, mais blabla, optique plein format, c'est plus cher, blablabla. Ok, admettons. Alors la question qui se pose, c'est elles sont où les optiques APS-C dans les autres marques qui permettent de faire du télé à 2.8 ? Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Absolument aucune. Donc pour revenir sur l'optique en question, déjà on se parle d'un zoom télé, donc 100-400 2.8, hyper léger puisqu'il fait à peine plus d'1 kilo. Tropicalisé, donc qui permet de résister aux éclaboussures, au sable, à l'humidité, stabilisé sur 5 axes, donc ça peut permettre d'aller compenser jusqu'à 7 IL, et avec le doubleur MC20 qui est chez Olympus, on peut avoir du coup un 800 ouverture 5.6. Je ne reparle même pas du budget que ça coûte dans d'autres marques, c'est à plus de 10 000 € tout le temps. Petite particularité qui n'est pas systématique sur les télés, c'est qu'il a une mise au point minimum qui est à 78 cm avec un rapport de grossissement de 1:1, ce qui peut permettre de faire de la macro. Alors, c'est vrai que quand on prend des fleurs ou des coccinelles, c'est pas compliqué de s'approcher, mais quand c'est des animaux peureux, des serpents ou des araignées, c'est quand même bien de pouvoir zoomer avec un petit peu de distance. Et encore une fois, moi, ce que j'admire, c'est que une fois de plus, OM System est en position de game changer, puisqu'avec le 40-150 2.8, ça avait été un petit peu déjà une première évolution. Avec le 90 macro, il nous avait fait une optique absolument incroyable qui reste aujourd'hui la meilleure optique qu'on puisse trouver en macro. C'est vraiment le genre d'optique qui fait qu'on se dit, c'est pour cette optique que je vais acheter le boîtier. À la limite, on regarde beaucoup plus l'optique que le boîtier. Derrière, on mettra le boîtier qu'il y aura. Même si le boîtier n'est pas un tueur, l'optique, elle est tellement bonne qu'on peut faire exactement ce qu'on veut avec. L'OM System M-Zuiko 50-200 mm f2.8 IS Pro est proposé au prix de 3 500 € et sera disponible à partir du 6 octobre prochain.
Bon, voilà pour l'actualité cette semaine. Moi, personnellement, un 50-200 mm f2.8 équivalent 100-400 à 3500 €, je comprends. Un 100-500 mm f5.7.1 à plus de 2000 €, je comprends un petit peu moins. Tu comprends quoi? Le prix ou la focale? L'intérêt et le prix. Alors, le tarif, c'est vrai que ce que disait Baptiste, c'est assez décoiffant. Le prix, il est quand même vraiment moins cher de ce qu'on peut trouver chez les concurrents de marque, on va dire. J'en parle savamment parce que je viens de passer pratiquement 2 mois et demi avec un 100-500 de Canon. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs. Mais par contre, l'intérêt d'une focale comme ça, alors pour des gens comme moi, évidemment, tout va dépendre de la pratique photo qu'on a. Moi, je viens de passer 2 mois à m'envoyer en l'air dans des A400 de l'armée, à filmer d'autres A400 et des Rafales. La trappe ouverte derrière, quand on a un zoom de cette amplitude-là, ça facilite mais grandement le travail. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas à s'embarrasser de changer de focale, avec le risque qu'on peut avoir quand on est en l'air. Et surtout, c'est que la qualité de ces optiques, moi qui étais plutôt réfractaire à ces zooms de forte amplitude, mais je suis tombé par terre, je suis tombé à la renverse. Attends, pour éviter la confusion, tu parles bien du Lumix 100-500 parce qu'on a parlé de l'OM System 50-200. Je parle de ce type de zoom et dont celui-là. Alors, j'ai peu pas lumineux. Ouais, mais en fait, aujourd'hui. Très peu lumineux. Oui, mais quand on voit aujourd'hui la qualité, franchement, quand on voit ce que produisent aujourd'hui n'importe quel appareil photo de marque, quand on grimpe en sensibilité, honnêtement, dans ma pratique, je dis bien dans ma pratique à moi, l'ouverture, je dis pas que c'est secondaire, mais en fait, en montant en sensibilité, les doubles stabilisations qu'on a sur les boîtiers, quand l'optique est stabilisée, le capteur du boîtier, on a un confort de travail, c'est incomparable. Et moi, je pense qu'une optique comme celle que sort Olympus aujourd'hui, même si je suis pas du tout équipé en Olympus, c'est une superbe opportunité. Oui, moi je te rejoins complètement là-dessus. Et pour te répondre par rapport au prix, Arthur, tu es surpris. Rappelons que chez Canon, depuis des années, il y a un 100-500 RF qui vaut plus de 3200 €, toujours au catalogue, qui est en série L, avec une ouverture f4.5.7.1. C'est celui que j'ai... Beaucoup mieux non plus, quoi. Ouais. C'est pareil, c'est celui que je viens d'utiliser pendant 2 mois. Tu faisais référence, que moi j'ai beaucoup utilisé sur un R5 notamment. Et je peux attester que la double stabilisation, c'est absolument redoutable. C'est là où longtemps, téléobjectif peu lumineux était un peu boudé ou raillé sur l'univers des réflexes qui n'était pas stabilisé chez Pentax ou Sony, avec quelques exceptions. Mais du coup, ça change un petit peu la donne. Et rappelons aussi que, par exemple, chez un Nikon, il y a un excellent 180-600 aux alentours de 2000 €. Donc, je trouve le prix pas délirant. C'est pas très attractif. Il y a un Sigma qui va faire mieux. Sigma, un 150-600 qui est moins cher, au catalogue en monturel, est très intéressant, très performant. Un 100-400 également. Mais c'est une belle offre et surtout avec une distance minimale de mise au point de 80 cm à toutes les focales. Je trouve que c'est un point dont on parle peut-être pas assez quand il s'agit de longues focales. Baptiste en a parlé concernant le 50-200. Il a bien raison. C'est que ça permet souvent de varier encore plus le champ d'utilisation. Bon, on est sur une émission qui est consacrée au drone. On a vu la nouveauté DJI, le Mini 5 Pro. On va y revenir au cours de notre discussion. Patrick, moi, j'ai vu que tu as pu tester un peu en avant-première, il y a quelques semaines, un drone qui devra arriver sur le marché début 2026 et qui n'est pas signé DJI. Est-ce que tu peux nous dire un mot du projet Antigravity A1 ? Alors, effectivement, on le sait que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concurrent à DJI en matière de drone. On va dire plus du moins. Il n'y a toujours pas en vérité, puisque là, on va voir que l'Antigravity A1, a une spécificité que n'a pas encore aucun drone de chez DJI, c'est que lui filme en 360. Là, j'avoue qu'au départ, j'étais un petit peu sceptique, on va dire, quand je suis allé faire mes premiers tests. Et quand j'ai déroché, c'est un modèle, même pas de pré-série, c'est un espèce de sample, même dans sa forme définitive. Mais la qualité d'image que j'ai sortie de ce drone m'a mis les fesses par terre, pour être poli. Et c'est surtout ce qu'on peut faire, en fait, avec un drone comme celui-là, va simplifier la vie, à mon avis, de nombreux opérateurs de drones. Je dirais qu'ils se servent quand même de cet outil de manière un petit peu professionnelle. Je n'ai pas encore idée du prix parce qu'ils n'ont pas communiqué dessus, mais je pense. C'est quoi cette marque, Antigravity ? Alors, Antigravity, c'est une marque. Et c'est une marque qui a été incubée par Insta360. Ok. Alors, je sais un petit peu, même si je n'ai pas le droit de le dire, d'où vient une partie de l'équipe.
Il n'y a pas de secret en matière de drone. Voilà, comme ça, on sait un petit peu qui peut y avoir un peu derrière. Mais c'est une entreprise qui a été montée et incubée par Insta360. Donc, c'est pas du tout Insta360, même si c'est eux qui sont derrière en matière De thunes. De thunes. Et c'est vraiment eux qui ont incubé cette entreprise avec d'autres. Il y a d'autres partenaires dont je n'ai pas les noms, mais qui ont permis le développement de ce drone. Et l'avantage, en fait, de pouvoir filmer à 360, c'est que là où pour un tournage, on va faire, je sais pas moi, 5, 6, 7 plans, là, on fait un plan, et derrière, on fait ce qu'on veut avec ce plan. C'est-à-dire que là, on l'oriente de haut en bas, à droite, à gauche, et puis surtout, ce qui est étonnant, c'est même déroutant quand on prend ça en main. J'ai pourtant l'habitude. Là, on vole comme en FPV, c'est-à-dire qu'en fait, on a des lunettes, et on lance le drone, on part en avant, et là, on peut bouger la tête à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. On voit tout ce qui se passe comme si on était réellement à bord du drone. Ouais. Par rapport à un FPV classique où on voit que devant, là, on voit partout. Mais c'est déroutant parce qu'à un moment, on ne sait même plus où on est. C'est-à-dire, je vole par là, je vole par là. Donc, il y a astucieusement un petit bouton sur la poignée qui permet de se remettre dans l'axe de vol. Mais c'est vraiment bluffant, quoi, parce qu'on va y gagner en temps de production, on va y gagner en accu. Quelque part, pour un plan, on va pouvoir en faire 10 angles peut-être. On aurait fait 10 plans, donc on use 10 fois la batterie avec un drone classique de chez DJI. Là, on fait un plan. Par contre, connaissant la capacité de production et de réaction de DJI, sachant qu'ils ont la techno, puisqu'ils ont sorti un Osmo 360, ils savent parfaitement faire. Là, on parle horizon début 2026, donc demain. On peut peut-être imaginer DJI réagir rapidement aussi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a très peu de concurrence aussi. De toute manière, il y avait peu de concurrence parce que DJI a vraiment tué le marché. Avant, il y avait quand même quelques concurrents à DJI au début. Il y avait Unique, Parrot, GoPro même, avec le Karma, il s'appelait. Ouais, mais bon, ça c'était il y a... Sony. Oui, alors ça a été un prototype en fait. Le Karma, non, mais c'est qu'aujourd'hui, DJI a vraiment occupe complètement le terrain. Mais là, il y a un concurrent de poids qui arrive derrière avec vraiment un outil de qualité, on va dire. C'est très, très, très pertinent. Mais je pense que DJI ne va pas en rester là. Hein. Bon. En tout cas, ils savent faire. Bon. Benjamin, revue de presse en cette semaine ? Mais oui, parce qu'on a repris la saison la semaine dernière, mais avec toute l'actualité matérielle, on a passé sous silence la sortie de 2 magazines qui sont importants dans l'univers de la presse papier. Patrick, on va y revenir avec toi rapidement. Donc, il y a le Réponse Photo numéro 383, daté du mois d'octobre, avec une super photo couleur de Steve McCurry en une. Au sommaire, on a notamment un passionnant dossier sur les 50 ans de l'appareil photo numérique, avec un témoignage que j'ai trouvé absolument dingue et passionnant d'un ingénieur américain chez Kodak, un dénommé Steven Sasson, considéré comme le père du concept du capteur CCD. C'est lui qui aurait donc inventé le premier appareil portable de prise de vue numérique en 1975. Et il raconte, entre autres, comment il a subtilisé des composants au sein de la firme de Rochester pour mener son projet, je cite, de photographie sans pellicule à bien. Dans le dossier, il y a aussi un passionnant entretien avec le toujours pertinent historien, critique et commissaire d'exposition Michel Poivert, qui explique en quoi le numérique qu'il voit avant tout comme un choix industriel plus qu'une invention a redessiné la photographie. Et puis bon, il y a toujours des tests dans ce numéro. On a notamment le Fujifilm X-E5, le Canon PowerShot V1, des optiques, le Fujinon 23 mm f2.8 RWR, le Sigma 1740 f1.8 DC Art ou le Samyang 1424 f2.8 pour les hybrides Sony. Mais il y a aussi, Patrick, des pellicules. Et oui, signé Harman, Orvo et Lomo. Oui, alors ça, je trouve que c'est le clin d'œil et la pertinence qu'a voulu avoir Thibaut dans ce numéro qui est complètement dédié, on va dire vraiment Thibaut Godet, Thibaut Godet, et qui m'a dit, écoute, Patrick, pour ce numéro, ça serait rigolo en fait que pour ta partie accessoire, on prenne le contre-pied du tout numérique et tu nous testerais pas des pellicules. Alors sur le coup, j'étais un petit peu interloqué pour un 100% numérique en fait, et en fait, moi, ça m'a vraiment branché parce que du coup, j'ai remis les mains dans l'argentique. Ça faisait quand même très longtemps que je n'avais pas, on va dire, manipulé de péloche. Et en fait, déjà, tous les réflexes reviennent très rapidement. Alors, j'ai testé avec mon vieil EOS 1. Moi, vous savez que je suis fidèle à l'EOS 1, donc j'ai ressorti un EOS 1N et un EOS 1V pour l'occasion. Et donc, j'ai testé des péloches qu'on a choisies avec Thibaut, un petit peu au hasard. L'évolution de la Harman, quand on est à sa 2e déclinaison, très, très, très intéressante. Le film de l'homographie, qui est un film noir et blanc absolument, mais moi, j'ai vraiment trouvé superbe. L'autre film que m'a confié Thibaut, j'ai même oublié sa référence, le Lorvo,
J'ai moins aimé les rendus, parce que c'est pas ma cam, mais aujourd'hui, dans la logique de la lomographie, parce que c'est quand même ça qui porte quand même aujourd'hui énormément le marché de la péloche, notamment en France, je pense qu'il va trouver ses adeptes tout de suite, ce film. Donc, En tout cas, vous pouvez lire tout ça en détail dans ce numéro-là. On reparlera de photo argentique d'ici la fin d'année, et donc peut-être que tu seras amené à en reparler. Et puis un mot chez nos amis de chasseurs d'images, au sommaire du numéro 469, également daté du mois d'octobre, on trouve une rencontre avec Sylvain Ramadier, qui est un photographe au sein d'Airbus. Donc là, on reparle d'avion, c'est hyper intéressant. Toujours dans le registre Céleste, un portfolio est consacré aux chasseurs d'images et d'orage, Nicolas Gascard. Un autre espace met en valeur le travail de Thibaut Drutel, adepte des lignes de fuite. Dans ce numéro, on apprend aussi que les cabines téléphoniques ont 100 ans d'existence. Et parmi les tests, on retrouve le Fujifilm X5, l'OM System OM5 Mark II, et parmi les optiques au banc d'essai figure le Fujinon XF 23 mm f2.8 RWR, encore lui, et aussi le Sigma 1740 mm, formidable zoom APS-C très lumineux. Et enfin, pour les vidéastes, le Nikkor Z 28-135 mm PZ. Tout cela à retrouver en kiosque, avec aussi un formidable encore magazine de nos amis de Polka, avec un portfolio monstrueux consacré à Sebastião Salgado, et nos amis aussi de Compétences Photo, qui consacrent un dossier conséquent à la netteté. Tout un programme. Moi, je voulais vous parler d'un projet mené par notre ami Sébastien Marignani, qui est venu très régulièrement à ces micros par le passé. Sébastien, il s'occupait de la boutique Sélection Photo à Paris, qui a fermé ses portes l'année dernière. Et ben, il vient de se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, une galerie en ligne intitulée Picpus Galerie. On vous propose de l'écouter nous présenter ce beau projet. C'est venu en fait simplement, je me suis dit quand même, avec toutes les années que j'ai passées à rencontrer des photographes, des créateurs, des noms de la photographie, tous ces gens, j'ai vu des milliers de photos, tous ces gens avaient un point commun souvent, c'est qu'ils avaient du mal à valoriser leur photographie, leurs œuvres. Et le seul moyen qu'ils arrivaient, c'est ou de faire leur propre galerie perso, ou de mettre leurs images sur Insta et d'essayer essayer de les vendre. Et on s'est dit, ça serait bien peut-être de trouver une plateforme qui valoriserait les photographes. Alors, des plateformes numériques, il y en a plein, hein. On va être une de plus, mais qui va être aussi une plateforme liée au photographe. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant le photographe, son savoir-faire, ce qu'il a déjà fait, et évidemment dans ce qu'il a déjà fait, ce qu'il propose à la vente. Donc les gens pourront acheter. Ça sera des œuvres, hein, et non pas des photos, c'est-à-dire que c'est pas des posters qu'on va vendre, mais des œuvres, donc toujours certifiées, des tirages qui seront des tirages haut de gamme, puisqu'en fait le but c'est de vraiment valoriser les photos qu'ils font et dans une qualité photographique qui soit irréprochable. La date du lancement sera au moment du salon de la photo. On a trouvé que c'était bien de lancer ça officiellement au moment du salon de la photo. Les photographes, c'est différents photographes avec des différents univers. Chacun, même parfois, certains photographes ont plusieurs univers. On va prendre Mario Colonel, qui est un photographe professionnel de la montagne. On a Julien Arnold, qui est un bon spécialiste de la photo de drone. Il ne fait pas que ça. Donc, on pourra aussi voir d'autres univers que fait Julien. Christophe Tanière est un spécialiste de la photographie de cheval. Donc, on a des gens comme Elisabeth Argilier qui, elle, fait de la photo de Paris. Elle est aussi ambassadrice du patrimoine. Liak Michaud, qu'on connaît sous le nom de Gogo Jungle, qui lui est très ciblé sur les ambiances de photos à l'heure bleue de Paris. Charléo, qui est un véritable artiste touche à tout, parce qu'il est aussi peintre, donc voilà. Jérôme Meunier, qui est un garçon qui est aussi ambassadeur Sigma et Leica, qui fait beaucoup de noir et blanc et beaucoup de street. Et Arnaud Elissalde. Arnaud est quelqu'un qui fait de la photo de volcans, beaucoup de paysages. Et Édouard Salmon, qui en parlera mieux que moi.
Eh ben oui, c'est un projet donc qui était dans les tuyaux depuis déjà quelques mois. En fait, moi j'ai rencontré Sébastien qui a donc créé cette galerie au Salon de la Photo l'année dernière. Et voilà, il m'avait expliqué qu'il avait un projet, qu'il allait sûrement voilà, changer un petit peu d'activité et développer un projet toujours autour de la photo. Et le courant est bien passé. Il a apprécié mes images et il m'a naturellement proposé de faire partie des premiers photographes à rejoindre, sa nouvelle, galerie, donc Picpus, Galerie. Voilà, lui, il a vraiment à cœur de faire en sorte que ce soit le photographe qui soit mis en avant et qu'il puisse, heu, jouir, au mieux des fruits de son travail. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et voilà, donc on est parti sur une 1re sélection d'images qui mélange, photographie aérienne, puisque c'est une de mes spécialités maintenant, puisque je ne fais pas que ça, et quelques photos de voyage que j'ai pris, un petit peu à travers le monde, notamment au Japon. Voilà, donc une première sélection de photos est disponible sur sa galerie. Et voilà, j'ai hâte de voir les premiers retours. En tout cas, voilà, le projet m'a beaucoup plu. Et c'est surtout, voilà, son approche, vraiment, proche des artistes, proche des photographes qui m'a parlé. Bon, et pour terminer ce flash actu, je le rappelle encore, ça fait quelques semaines qu'on vous en parle maintenant à l'occasion de cette édition 2025 du Salon de la Photo, hein. Vous pouvez aller écouter l'émission spéciale qu'on a fait sur le sujet. Ben, on a des invitations à vous proposer. C'est très simple pour en profiter. Vous allez sur le site du salon, vous commandez vos places et vous avez un petit emplacement pour mettre un code. Vous mettez le code ISO25 et là, votre panier tombe à zéro comme par magie. Donc, n'hésitez pas à aller réserver vos places pour l'édition 2025 du Salon de la Photo en utilisant le code de Faut pas pousser les ISO. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire et de ta story. Et cette semaine, tu reviens sur la grande exposition consacrée au travail de Jean Gomis cet été au musée de la Marine, photographe, académicien et peintre officiel de la Marine. La story vous est présentée cette semaine par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Jean Gomis a été pêcheur avant d'être photographe. Et c'est en ces termes qu'il explique comment il a perçu le métier de photographe alors qu'il pêchait durant son enfance. S'immerger, concentrer son champ de vision, isoler un acteur dans un environnement, tenter l'approche avec le corps, bouger plutôt que rester statique et zoomer, sentir le cadre qui se resserre et se cale, trouver la juste distance avec le sujet, improviser, laisser l'instinct vous cueillir et vous saisir. L'exposition Jean Gomis et la mer, que lui a consacré le musée de la Marine l'été dernier et qui fait l'objet d'un magnifique catalogue aux éditions Odyssée, retrace les différents chapitres de sa riche œuvre maritime qui lui vaut de revêtir en 2008 les habits de peintre officiel de la Marine. Quoi de plus naturel pour ce natif des Charentes-Maritimes qui a élu domicile depuis plus de 30 ans sur la côte d'Albâtre à Fécamp, tout en passant l'essentiel de sa carrière sur l'eau. La sélection des quelques 150 images a été effectuée en partenariat avec la médiathèque du patrimoine et de la photographie, où Jean Gomis a donné ses archives. On remonte ainsi tout le fil de son œuvre aquatique, de clichés personnels pris à Étretat, Royan ou à l'aquarium de Coney Island, jusqu'aux séries que l'on pourrait qualifier de grandes fresques qu'il a réalisées dans les coursives de sous-marins en opération, lors de missions scientifiques polaires sur des plateformes pétrolières ou à bord de chalutiers. Plutôt que de suivre le flux effréné de l'actualité, alors qu'un certain Raymond Depardon le convainc de rejoindre l'agence Gamma dans les années 70, il finit par intégrer ce qu'il nomme la tribu Magnum. Il s'adonne à ce qu'il préfère, être auprès des gens et raconter des histoires en se calant sur le rythme des marées. La série En pleine mer rassemble des scènes de pêche au thon saisies au grand angle, en noir et blanc, dans une mer déchaînée, de véritables tableaux qui semblent tout droit sortis de Moby Dick. L'immersion est totale, spectaculaire, mais jamais sensationnaliste. Même lorsqu'il assiste à la tentative de remorquage avortée, puis au naufrage du pétrolier Erika, Jean Gomis reste fidèle à son approche qui consiste à éviter l'imposture, le registre héroïque, rester à hauteur d'homme.
La manière dont il saisit la rusticité et la rudesse du travail manuel renvoie à la main de l'homme, cher à Sebastião Salgado, avec lequel Jean Gomis cohabitait à l'Académie des Beaux-Arts. On devine la faculté qu'il a à se faire oublier parmi les femmes aux poissons, en train de découper des filets de hareng fumés dans la boucane Le Port, à Fécamp, dans les années 70. Habitué à la promiscuité, après qu'il a réalisé des sujets dans les univers hospitaliers et carcéraux, il documente la vie à bord du sous-marin nucléaire d'attaque Améthyste au début des années 2000 pendant 300 heures. Quelques années plus tard, il passe 4 mois à bord du Perle, un autre SNA, en pleine mission secret défense. Une expérience unique qu'il partage sous la forme d'un documentaire diffusé sur Arte en 5 épisodes de 26 minutes. On suit le quotidien des sous-mariniers comme un épisode de striptease ou un documentaire de Depardon avec une narration de l'auteur en voix off. À milieu des scènes épiques de la poursuite d'Octobre Rouge ou du Chant du Loup, sans artifice, sans parti pris. Ce qui ne l'a pas empêché, au fil de ses aventures marines, de photographier des pêcheurs japonais en pleine activité dans les eaux près de Fukushima, 1 an après la catastrophe nucléaire, de sensibiliser l'opinion publique aux menaces qui pèsent sur les pêcheurs de Long Island en raison du tourisme de masse, ou de documenter les dérives de la pêche industrielle au large de la Mauritanie à bord d'un navire-usine russe. Tout au long de sa carrière, Jean Gomis n'a cessé de naviguer entre photos et vidéos, noir et blanc et couleur. Il revendique aussi d'avoir commis un livre sur les jardins de Giverny à partir d'images prises au smartphone. Peu importe le moyen, il n'a jamais varié de cap. En définitive, dit-il, je n'ai jamais fait que montrer silencieusement du doigt l'âpreté poétique du monde. Alors, l'expo, elle est terminée depuis fin août, mais il y a un beau livre ou un catalogue à paraître. Oui, pour les gens qui, comme moi, avaient coché cet événement mais n'ont pas pu y aller, bon, moi c'est pour des raisons personnelles, hein, venant d'être tout juste papa, j'ai vraiment pas pu y aller. Mais comme tu le dis, session de rattrapage, oui, et superbe, oui, parce que le livre, donc c'est un catalogue, mais c'est avant tout un beau livre qui est publié aux éditions Odyssée et imprimé par Escourbiac, en partenariat avec le MPP, hein, la médiathèque du patrimoine et de la photographie et le musée de la marine. L'ouvrage est absolument magnifique et j'ai quand même eu la sensation de pas passer à côté de l'événement, même si j'aurais préféré y aller. Patrick, je sais que toi, tu connais très bien le travail de Jean. Jean Gomis, donc peintre officiel de la marine. On avait reçu Evan Le Bourdet ici, qui est un autre peintre officiel de la marine. C'est une œuvre absolument dingue. Le livre, je pense, si tu l'as pas eu entre les mains, il te plairait. Il y a des très beaux papiers qui ont été utilisés. Il y en a 2. Donc c'est un Per Graphica pour les puristes et un Magno satin. Voilà, l'objet coûte 39 €, ça reste très abordable. Mais surtout, je pense que tous ceux qui ont eu la chance de voir l'exposition en grand doivent en garder de précieux souvenirs, non? Ce qui a été ton cas. Oui, alors moi j'ai eu la chance en plus de vraiment aller à l'avant-première, c'est-à-dire même juste avant le vernissage, donc on n'était pas très 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 nombreux. Alors comme tu l'as dit, c'est vrai, je connais bien Jean. Effectivement, la sortie de ce livre, ça va permettre aux gens de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, son incroyable travail, parce que c'est un travail énorme, gigantesque. Mais un livre, même si vous savez tous les deux mon attachement au livre, ça remplace quand même pas vraiment une expo. Parce que là, on en a pris, mais quand je dis plein les mirettes, moi qui connais bien le travail de Jean, qui a eu la chance de voir chez lui des tirages absolument somptueux. Là, il y a un travail qui a été fait à la fois au niveau des tirages de la Céno, qui en mettent plein les yeux. Tu as parlé du naufrage de l'Erika que Jean a couvert. Moi, je connaissais ces photos en petit format, en fait. Ouais. Là, j'en ai pris plein les yeux. C'est un drame, pourtant, ce qui s'est passé, mais le travail de couverture. Oui, mais que c'est Jean juste, il a une distance. Quand on voit la proue comme ça descendre avec au premier plan En les fait, marins qui observent ça, c'est vraiment. tout le travail de impressionnant. Jean, que je connais maintenant plutôt bien, y a pas de, c'est pas du sensationnalisme, Non, c'est non. vraiment un regard hyper aiguisé, hyper pointu qui montre. Je m'arrêterai juste à ce mot, qui montre. Et on en prend plein les mirettes, quel que soit ce domaine. Il y a eu l'Erika, il y avait une partie de l'expo qui était consacrée à son travail sur les sous-marins, il y a ses travaux sur les pêcheries, etc. C'était vraiment, pour moi, une des expos à voir. Pour info,
Théoriquement, Jean m'a dit que cette expo devrait peut-être se décliner et tourner un peu partout en France. Ah, Alors super. évidemment, il faut que ça se monte, hein. Je ne sais Ouais. pas si c'est encore fait, si ça va se faire ou pas. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir voir ce travail, allez-y, ça mérite vraiment le détour. Et au passage, le catalogue, tu as cité le prix, je ne savais pas, 39 €. Jetez-vous dessus, c'est Ah bah, vraiment... vu la qualité de l'objet, c'est pour ça que ouais, voilà, moi j'ai vu. je l'ai prends vu, plaisir hein. à préciser le prix. Ouais, Ça peut faire un ouais, très beau cadeau de ouais. fin d'année. Et en sachant que tous les ouvrages de Jean prennent de la valeur avec le temps. Moi, j'ai la chance d'avoir Pleine Mer, par exemple, dans l'édition, la première édition. Xavier Barral. Ouais, Pleine Mer, moi, c'est un bouquin, c'est à la fois une leçon magistrale de photo, c'est une leçon magistrale de maquette, de mise en page, de choix de papier. Enfin, c'est une œuvre d'art en même temps, ce bouquin. Donc, oui, si vous pouvez acheter ce livre et surtout si vous pouvez voir l'expo de Jean, allez-y, courez. Puis un mot rapide, parce que clin d'œil à ce que tu fais aussi, toi, côté maritime, hein, puisque c'est un peu ce qui nous a célèbre liés. série, Coq-en-Stock, En fait, tu as exposé à Fécamp aussi. Alors, je reprépare du reste une nouvelle expo à Fécamp dans pas longtemps, pas encore vraiment de date. Mais Jean, en fait, on s'est connus par un ami commun à la base qui s'appelait Bernard Perrine, qui était mon rédacteur en chef pendant des années. Qui siégeait lui aussi à l'Académie de Beaux-Arts, si je dis pas de bêtises. Qui était à l'Académie, qui était correspondant. Et le hasard a fait qu'avec Jean, en fait, on s'est retrouvés à Fécamp via un ami commun, qui est un commandant de remorqueur avec lequel je suis souvent à bord pour mon travail sur les coques. Et ça a fait notre véritable jointure et on est vraiment devenus très, très amis depuis maintenant assez longtemps. Et indépendamment que ça soit un photographe connu et de renom, moi, je suis à genoux devant son travail photographique. Comme beaucoup d'autres photographes, mais lui particulièrement. Bon. Merci Benjamin pour cette belle story cette semaine. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion avec toi, Patrick, sur les drones. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Passionnés de photos et de vidéos, faites confiance à Camara, la première coopérative de magasins spécialistes photos et vidéos en France. Camara, ce sont 90 magasins indépendants représentant les plus grandes marques du marché. Animés par des passionnés et des experts techniques, vous aurez accès à des conseils ultra personnalisés, des démonstrations de produits, des prêts de matériel façon touch and try, des coachings photos et la promesse d'un service après-vente fiable et professionnel. Camara, c'est aussi un vaste choix de matériel d'occasion dans nos magasins et la possibilité de bénéficier de reprises sur votre ancien équipement. En prime, toute l'année, Camara vous offre la 3e année de garantie sur l'achat de matériel neuf en boîtier et optique hybride. Partagez et vivez votre passion auprès de spécialistes reconnus. Venez en magasin ou retrouvez-nous sur www.camara.net. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Patrick Lévesque pour cette grande discussion autour des drones. Alors on va commencer par parler prise en main et usage, car c'est peut-être le premier frein pour les nouveaux utilisateurs, la peur de ne pas réussir à piloter ce genre de machines qui sont fragiles et avec lesquelles, et je suis bien placé pour le savoir, le moindre crash est souvent définitif. Patrick, est-ce qu'aujourd'hui, le pilotage d'un drone, c'est quelque chose de facile ? Alors, je vais répondre oui. Quand on se penche du côté des drones de DJI, aujourd'hui, piloter un drone, moi, à la base, je ne pilotais absolument pas. Je me revendique du reste même pas vraiment pilote d'aéronef, parce que piloter un hélico, j'en serais encore toujours incapable. Il n'y a aucune assistance. Un drone de chez DJI aujourd'hui, du plus petit modèle jusqu'au plus gros qui est sorti il n'y a pas longtemps, de Mavic 4 Pro, je dirais que n'importe quelle personne, en une demi-heure, il vole. Alors, quand je dis il vole, évidemment, il ne va pas voler comme un pilote expérimenté, mais ça se prend très, très facilement en main. Une fois qu'on a compris qu'on pousse en avant, on recule, on va à droite, à gauche, c'est ultra simplifié. C'est-à-dire que DJI a réellement fait en sorte que piloter un drone aujourd'hui soit à la portée de n'importe qui. Ah, tu dis aujourd'hui, ça fait quand même un petit moment, ça fait plusieurs générations maintenant. Alors quand je dis aujourd'hui, effectivement, tu as raison, depuis que DJI s'est vraiment mis sur le marché du drone. Autant les premiers fantômes, tu citais tout à l'heure, avoir oui, basculé mais vers les premiers fantômes, ça restait quand même des gros engins, Alors, pas forcément c'était évident. un peu plus rustique en termes de look, puis Ouais. même technologiquement parlant, parce que c'est des drones maintenant qui sont assez anciens, mais déjà l'assistance à bord, moi je me rappelle, mon frère donc, qui pilotait des hélicos, il me dit en me regardant, mais bon, maintenant, t'as plus besoin de moi. Et j'étais un petit peu interloqué parce que piloter un hélico, c'était au-delà de... Puis c'était pas du tout mon trip.
Mais après, effectivement, quand on se pose en tant que photographe ou vidéaste, un drone aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec le pilotage d'un hélicoptère. Même encore aujourd'hui, un hélico, il faut vraiment avoir une super maîtrise. Le drone, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de maîtrise, mais aujourd'hui, ce qu'a conçu DJI en termes d'assistance de vol permet à n'importe qui, je dirais, de voler. L'exemple que je donne souvent, mon neveu, en 25 minutes, je lui ai fait piloter un drone. Il n'avait jamais volé de sa vie. Alors, il ne volait pas comme un pro, mais il volait comme il faut, proprement, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu des technologies embarquées qu'on retrouve dans les modèles DJI qui appuient du coup cette facilité? Donc, je pense naturellement à la stabilisation, au repérage GPS, aux technologies d'évitement d'obstacles. Je crois même qu'il y a un bouton un peu genre panique, retour à la maison. Alors, c'est pas un bouton panique, c'est un bouton. Un truc super important, ouais. Non, mais il est surtout important, c'est qu'en même temps, si DJI l'a implémenté, c'est parce que c'est une obligation par rapport à la législation française. C'est ce qu'on appelle le RTH, le Return to Home. Donc, c'est le retour à la maison du drone. C'est-à-dire qu'en cas, alors on va dire pêle-mêle de défaillance de batterie, c'est-à-dire que, ou de défaillance de batterie, au bout de la batterie, perte de liaison, le drone revient tout seul à son point de départ, avec des paramètres qu'on lui aura fixés, sa hauteur pour se diriger, etc. Mais d'où l'importance de fixer le bon point de départ aussi. Alors, de pas faire n'importe quoi. C'est le drone qui fixe, c'est pas l'opérateur qui fixe. Au décollage, quand on fait décoller un drone, là, je peux parler du Mini 5 Pro puisque je suis en train de finir et finaliser les tests. Le drone, au décollage, hop, il monte, on va dire, à 1,50 m, 2 mètres, et il fixe son point de départ. L'intérêt aujourd'hui aussi d'un drone de chez DJI, tu citais tout à l'heure qu'on pouvait, il y a des systèmes de suivi automatique, les ActiveTrack, etc., etc. On peut, au fur et à mesure, actualiser le RTH. Exemple, je pars d'un point A en voiture et je lui demande de me suivre en voiture. S'il y avait une galère, il revient à son point de départ. Là, je peux lui dire, je te fixe ton nouveau point de départ là où on est, etc., etc. Ouais, j'ai compris. Voilà. Donc, ce sont des automatismes qui assurent, je dirais, cette partie sécuritaire. Alors, il ne faut pas non plus se dire que c'est une sécurité absolue. Il faut toujours garder la maîtrise du vol. Ça, c'est un aspect, qu'on soit amateur ou professionnel. Un drone, c'est quand même un engin qu'on envoie en l'air, qui peut tomber à tout moment, on ne sait pas pourquoi, et qui peut faire très très mal, quelle que soit la taille. Un petit, moyen, gros, un drone, ça peut faire très très mal. Donc, le RTH, c'est une sécurité, mais on évitera autant que faire se peut de s'en servir, sauf qu'à l'urgence. Et ces technologies d'évitement d'obstacles basées sur, en partie, des capteurs LIDAR, c'est-à-dire que si jamais on fait une mauvaise manipulation au moment du pilotage, qu'on s'approche, je ne sais pas moi, d'un bâtiment, d'un arbre ou de quoi que ce soit, le drone va corriger automatiquement la trajectoire pour éviter de se crasher tout simplement? Oui, alors il y aura des limites bien entendu, mais effectivement les capteurs qui sont embarqués dans la plupart des drones de DJI, les plus récents ont des lidars, tous n'ont pas forcément des lidars, mais ça permet effectivement, alors il y a 3 modes de pilotage sur un drone chez DJI. Il y a le mode normal qu'on appelle le mode N, il y a le mode ciné qui est un mode plus lent, et il y a le mode sport. Les 2 premiers que j'ai cités, on a effectivement de la détection d'obstacles. Par contre, en mode sport, où là, on speed, là, il n'y a pas de détection d'obstacles. Ce qui est nouveau, d'ailleurs, je crois, sur la gamme Mini Pro, la détection d'obstacles. Non, ça fait déjà, depuis le Mini 3, il y avait déjà de la détection d'obstacles. Mais en fait, plus on avance dans le temps, plus les technologies, elles évoluent, elles deviennent de plus en plus puissantes, de plus en plus performantes. Mais, et je vais vous donner des exemples, moi, qui me sont arrivés, il n'y a pas si longtemps que ça, avec le Mavic 4 Pro, on oublie des fois qu'on est en mode sport. D'accord ? Et là, on est à Donf, on envoie, puis il se dit, bon, de toute façon, c'est pas grave, au bout, il y a des arbres, il va freiner. Il n'a pas freiné. Donc là, évidemment, tu parlais de casse tout à l'heure, là, j'ai cassé un bras et puis j'ai carrément cassé la nacelle. Donc là, évidemment, ça repart en SAV, ce qui m'a permis de tester le SAV. Non, mais sérieux, on en parle très peu de ça, mais en fait, le SAV de DJI... Il y a un DJI Care, un peu comme voilà, le Care. C'est ce qu'ils appellent DJI Care Refresh. Et en fait, il y a un diagnostic. On fait les photos de la casse, on envoie à DJI, il te renvoie un bordereau Colissimo. Ça part à Bordeaux, ça ne va pas très, très loin, entre guillemets. Et eux font le diagno. Et en fonction du coût, alors là, la nacelle et un bras, ça coûtait, je crois, 80 €. Ce qui n'est pas si cher que ça. Et entre le moment où le drone est parti, il est revenu, il s'est écoulé 5 jours ouvrables. Bon. Mais là, tu as retrouvé le drone. Ce qui n'est pas toujours le cas. Quoi. Oui, parce que... non, mais
ce qu'il faut aussi comprendre en matière de sécurité, la loi, qu'on soit pro ou pas, hein, la loi impose de voler à vue. C'est-à-dire que Mais ça, c'est important de le je rappeler. dois par contre, toujours voir mon drone à l'œil. C'est pour ça aussi qu'en professionnel, c'est bien aussi, on a quelqu'un qui gère un petit peu le périmètre de sécurité, au cas où, si quelqu'un rentrait un petit peu dans le... Et donc, on doit toujours avoir le drone à vue. Donc, si mon drone tombe, je vois où il tombe. Ensuite, il y a quand même des choses qui sont embarquées à bord qui permettent de savoir où le drone est tombé, hein, c'est les GPS. Et en même temps, on peut envoyer un petit signal sonore, alors qui est un peu faiblard. Ça m'est arrivé aussi un jour de paumer mon drone dans un champ de maïs. Bon, j'avais vu à peu près où il était tombé. Et c'est là que j'ai vu que le son, il pourrait le mettre un peu plus fort, on va dire. Mais voilà, c'est bardé de sécurité. Mais il faut avoir toujours à l'esprit qu'on doit voler en sécurité et faire gaffe à tout. Et comment ça se passe, ce genre de machine, en fonction des conditions climatiques? Parce que bon, on n'est pas tous des experts de l'air. Alors bon, évidemment, quand il y a une tempête, on la voit, mais même par beau temps, selon, j'imagine, l'altitude, il peut y avoir des coups de vent, on peut avoir des averses qui tombent. Comment ça se passe, du coup, en vol? Est-ce que ces machines-là sont parées pour pouvoir compenser ou tout du moins voler dans des conditions climatiques pas idéales? Alors, ouais, ce qui est assez étonnant, justement, moi qui les teste tous, en fait, hein, petits, moyens, gros. Alors évidemment, je préconise de voler par beau temps. De toute façon, il y a Oui. aussi des normes de sécurité qui font que quand il y a du brouillard, un plafond trop bas, on ne va pas dans les nuages parce qu'on ne le voit plus. Donc, on doit toujours l'avoir à l'œil. Ça, c'est une chose. Et puis, tu as une hauteur maximale de vol. Alors, faut le en rappeler aussi. France, la législation nous impose de voler maximum à 120 mètres. Ouais. Mais ça dépend où. Là, il y a plein de logiciels de carto qui existent pour savoir où on a le droit de voler, pas le droit de voler, les altitudes, etc. Il y a le site de l'IGN, il y en a plein d'autres, je ne vais pas les citer, mais ça, les dronistes les connaissent bien. Mais on est plafonné à une certaine altitude et en théorie qu'on ne peut pas déverrouiller. Je dis bien en théorie. Et ensuite, le drone est quand même intelligemment conçu. Moi, j'ai volé dans des conditions où il fait généralement quand même très beau, mais où on a du vent. C'est-à-dire que là, on monte à 120 mètres de hauteur. Hein, je dis bien 120 mètres de hauteur, c'est pas 120 mètres d'altitude. C'est une grosse différence entre les deux. C'est-à-dire c'est 120 mètres par rapport au sol. Par rapport au sol. Et il y avait du ZEF. On a des détecteurs sur la radiocommande. On a tout de suite une alerte. Attention, vent, machin. On a des alertes. Alors après, c'est à nous d'en tenir compte ou pas. Selon le modèle de drone avec lequel on vole, les drones encaissent plus ou moins bien les conditions de vent. Mais ce qui est étonnant, c'est que même un petit drone léger par définition, j'étais quand même assez étonné de voir la capacité de traitement de l'image et de la stabilisation et le traitement logiciel qui est fait derrière. Hein. Moi, je fais toujours des captures vidéo de ma radiocommande. Donc là, on a vraiment le vol. C'est-à-dire que ça bouge dans tous les sens, on n'a pas l'image corrigée. Quand je vois l'image de la radiocommande et que je vois ce que le drone me sort en produit final, quoi, je suis étonné. Ça encaisse vraiment bien. Alors après, évidemment, s'il y a 150 km/h de vent, je ne vole même pas. Je même pas en rêve, quoi. Comment est-ce qu'on gère moi, c'est une notion qui m'a toujours fait un petit peu peur et c'est comme ça que j'ai craché les... Bon, c'était il y a quelques années, hein, quand même, mais bon, j'en ai quand même pulvérisé 2 en l'espace d'1 heure et demie. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Comment on gère l'inertie? Parce que c'est vrai que c'est assez grisant, finalement, ces petits appareils. On sait que ça peut aller vite, que ça peut aller loin, que ça peut aller haut. Et on a un peu tendance à vouloir se la jouer Top Gun très très rapidement. Comment on arrive justement à essayer d'anticiper les choses et à pas se laisser emporter par la vitesse de la machine pour pouvoir naviguer et piloter de manière sécurisée aussi bien pour l'appareil que ce qu'il peut y avoir autour? Je dirais qu'il y a plusieurs manières d'appréhender un petit peu les choses. Déjà, est-ce qu'on fait que voler? C'est-à-dire qu'on vole? On se balade, on fait des évolutions avec le drone, on s'amuse, on va dire, avec le drone. Ou alors, on fait de l'image, c'est-à-dire on fait de la photo ou on fait de la vidéo. Et c'est 2 approches différentes. La photo, je vais à un point, je fais ma photo, je bouge ma nacelle, etc. J'ai pas trop de contraintes, on va dire, à part le vent et où je suis. Quand on fait de la vidéo, c'est là où on va comprendre réellement la mécanique et le mode de fonctionnement du drone. Selon l'altitude à laquelle on va être et la focale à laquelle on va être, la vitesse du déplacement du drone ne rend pas du tout la même chose à l'image. Okay. D'accord ? Plus on est bas, plus on a cette sensation de vitesse, plus on est haut, moins on l'a. Donc on adapte un petit peu effectivement
l'évolution rapide du drone ou pas, en fonction de l'altitude. Et pour les drones qui ont plusieurs focales, on adapte aussi un petit peu tout ça par rapport à ça. On s'en rend vite compte à l'œil, en fait, puisqu'aujourd'hui, tu parlais des radiocommandes tout à l'heure avec le Mini 5 Pro, la RC2, par exemple, qui a un moniteur incorporé, on voit exactement ce qu'on va avoir au final. Donc, déjà, on peut adapter soi-même sa vitesse de vol. Ça, c'est important. Ensuite, tout va dépendre même pour un amateur qui a envie de faire un petit film sympa, etc., faut un petit peu, avant d'aller tourner, scénariser un petit peu ce que tu as envie de faire, les plans que tu as envie de faire et comment tu vas te déplacer. Et en fait, on apprend assez vite aussi à maîtriser ses vitesses de déplacement. Je pense qu'il faut s'entraîner avant de se dire c'est bon, je vole, j'ai compris, on va en avant, on va en arrière, on tourne à droite, à gauche, ou on se déplace latéralement à droite, à gauche. Il faut comprendre un petit peu comment tout fonctionne, bien apprivoiser le drone. Aujourd'hui, je profite en même temps qu'on parle de ça, parce que avec l'arrivée du R3S, du Mavic 4 Pro et avec le Mini 5 Pro, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur ces radios, la RC2, la RC2N et la nouvelle radio qui est livrée avec le Mavic 4 Pro. Il y a un simulateur qui est incorporé. Avec le dedans. 5 Pro, non? Pardon? Tu as dit avec le Mavic 4 Pro. Ah oui, non, il y a le Mavic 4 Pro, le Mini 5 Pro et le R3S, qui sont les trois derniers modèles. Il y a un mode démo, quoi, c'est ça? Alors, il y a un mode démo qui permet de voir effectivement comment ça fonctionne, mais surtout, c'est que le simulateur, tu voles avec le drone. C'est-à-dire que là, tu peux choisir un Mini 5 Pro, un Mavic 4 ou un R3S dans ta radiocommande et tu voles. C'est un simulateur. Oui, tu t'entraînes, quoi. Tu t'entraînes. Et ça, je ne peux que conseiller, mais vraiment de s'entraîner en même temps. Parce que là, tu peux tomber, tu peux casser, tu casses rien. Mais là, tu parles des radiocommandes. On peut aussi utiliser son smartphone et les applis. Alors, est-ce que tu vas conseiller ça, ou du moins dans un premier temps, parce que c'est une question de budget. Puisque, évidemment, la radiocommande... Sécurité, peut-être, parce que est-ce que c'est pas plus fiable, quand même, rassurant, d'avoir la radiocommande, une question de signal ou... Moi, depuis que je vole avec les drones de DJI et que je teste les TOS de DJI, j'ai testé et volé avec toute le radiocommande. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus confortable d'avoir tout dans la main, de ne pas avoir à mettre le smartphone dessus, etc., etc. Mais ça fonctionne de la même manière. C'est aussi sécure. Ouais, mais tu vois, des questions toutes bêtes. Avec un smartphone, je sais pas, il se met à sonner, on reçoit un texto, un truc, un bidule. Tu peux te perturber alors, ta batterie est à 15%. Sauf que ça fait partie aussi des choses de la sécurité d'un vol. Déjà, moi, quand je vole, mon téléphone, il est en mode avion. C'est-à-dire que moi, je veux pas être perturbé par quoi que ce soit. Donc, j'ai mon téléphone à portée de main, il est là, mais je vais pas être perturbé par une sonnerie ou quoi que ce soit. S'il était sur la radiocommande de base, donc de DJI, pareil, il est en mode avion, on va dire. Et là, on n'est pas perturbé. Ça fait partie... La sécurité, c'est quelque chose de fondamental. Qu'on soit amateur expert ou pro, il y a tout un tas de prérogatives de ce genre que tout le monde doit avoir à l'esprit. Oui, parce que tu disais tout à l'heure, tu le mets dans les mains de ton neveu et il vole tout de suite. Ça peut laisser penser, tiens, c'est hyper simple, c'est machin. Il y a ces prérequis, on assistera assez dessus. C'est hyper simple à prendre en main, à appréhender, mais après, il faut s'entraîner. Moi, ça va faire maintenant... je regarde même plus le nombre d'années que je vole. En drone, parce que je dis toujours, je volerai toujours pas en hélico, je suis incapable. Mais j'ai beau voler depuis des années... J'ai ces habitudes professionnelles de me dire je dois voler en sécurité pour moi, pour les gens éventuellement qui pourraient être là où je vole, là où je fais tous mes tests. C'est un endroit en général qui est tranquille, mais il y a quand même du passage. La règle, c'est quand je vois quelqu'un qui arrive, le drone, je le repose, j'attends qu'il soit passé. Alors c'est rigolo parce qu'évidemment, les gens viennent te brancher, mais au moins tu es sûr que s'il y avait quoi que ce soit, personne ne se prend le drone sur la tête. Écoute, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai commencé à avoir les premières mauvaises expériences en vacances, où des gens se mettaient à utiliser des drones de manière totalement inconsidérée, à passer au-dessus des familles, des machins, avec des modèles FPV qui... c'est un autre débat. Non, c'est pleinement dans le débat. Et le bruit que ça génère aussi. Parce que c'est une nuisance sonore. Ça me fait peur. Simplement, ça me fait peur. T'es en randonnée, t'es en montagne. Quand le drone est bas, on va dire qu'il fait un petit peu de bruit. Là, le Mini 5 Pro, je suis assez étonné. Il est relativement silencieux. Quand je parle de sécurité, je ne sais pas si vous l'avez vu en photo, le Mini 5 Pro, mais c'est vraiment un tout petit modèle. C'est un petit modèle. Même quand on vole à vue, on a très vite fait de le perdre à l'œil, selon l'environnement dans lequel on vole. Et selon l'altitude à laquelle tu es, tu l'entends plus. Donc, tu l'entends plus. Tu le vois à peine. Tu le vois à peine, ou des fois, tu le perds de vue. Et donc,
t'as un petit tout de suite, tu le vois, tu sais où il est par rapport à la radiocommande. Mais ça, ce sont des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Et surtout, c'est qu'il y a une obligation aussi en France qu'impose la DGAC, une obligation légale. Tout revendeur de matériel volant, type drone, hélico, n'importe quoi, hein, doivent absolument stipuler les règles de base de fonctionnement. Ça, on va en parler. Mais avant cela, on va parler un peu pilotage et prise de vue, puisque au-delà de ce pilotage, le volet prise de vue photo et vidéo doit être également géré par l'opérateur, hein, qui fait un peu office d'homme orchestre. En saison 10 du podcast, tu l'as évoqué Benjamin en ouverture de cette émission, on a fait la connaissance du photographe Édouard Salmon, qui s'est fait une spécialité de la photo de sport réalisée au drone. On l'a naturellement recontacté aujourd'hui pour lui demander de nous parler de l'expérience de prise de vue en elle-même au drone. On l'écoute. Alors aujourd'hui, avec les drones dont nous disposons sur le marché, c'est très facile de réussir à scinder la partie pilotage et vol et la partie purement composition, cadrage et prise de vue. Voilà, les drones proposent une expérience de vol qui est vraiment finalement assez simple à prendre en main. Dès qu'on lâche les joysticks, le drone s'arrête, ne bouge plus. Ils ont une résistance au vent qui est aujourd'hui aussi très, très accrue, ce qui fait que l'expérience de vol est vraiment très facile, très abordable et accessible un petit peu à tout le monde, je dirais. Donc, en fait, on vient vite maîtriser la partie vol lorsqu'on débute avec un drone et on peut comme ça beaucoup plus facilement se concentrer sur la partie cadrage. Après, voilà, il y a une petite dextérité qu'il faut avoir dans les mouvements, notamment quand on fait de la vidéo, puisqu'évidemment, là, le drone va être en mouvement. Donc, évidemment, il va falloir à la fois gérer le pilotage, puisque c'est ce qui va faire le mouvement finalement de sa caméra, et bah, évidemment la composition, le cadrage, etc. Donc là, ça demande un peu de dextérité et de pratique. Mais vraiment, par exemple, en partie photo, là, pour le coup, en général, on prend sa photo une fois que le drone est stable et au-dessus du sujet qu'on veut photographier, ou en tout cas en position. Et là, on peut largement, en fait, voilà, se dissocier complètement de la partie pilotage et se concentrer sur sa partie plutôt vraiment purement prise de vue, réglage, cadrage, etc. Donc aujourd'hui, vraiment, avec le matériel dont on dispose, c'est vraiment très abordable et très facile. Alors l'expérience utilisateur, c'est pareil, elle est vraiment, très intuitive, l'application, qui est développée par DJI notamment est vraiment très bien faite. Moi, je trouve que c'est même presque plus simple que sur un boîtier dans lequel on va avoir un tout petit écran et beaucoup de menus, beaucoup de boutons, et cetera. Là, on a un écran en fait, tactile, alors soit de la radiocommande, soit via, son smartphone si on a une radiocommande qui n'a pas d'écran intégré. Mais, l'application reste la même et donc du coup, on a quand même un écran qui est beaucoup donc plus grand que sur une caméra et on va retrouver en fait très facilement, bah, tous les réglages dont on peut disposer, sur un appareil photo classique. On la mise au point, alors la mise au point, elle est quand même souvent un petit peu à relativiser en drone. En général, on reste en mise au point, automatique, mais c'est pareil, c'est très facile. Il suffit sinon d'appuyer en fait, avec son doigt sur l'écran, sur la zone où on veut que l'on veut net et le drone va faire la mise au point tout de suite là-dessus. Voilà et encore une fois à relativiser puisque, on a une profondeur de champ en drone qui est quand même bien plus grande. On est toujours très éloigné de son sujet en général, donc on va pas avoir un effet de bokeh ou un effet de flou. Donc la mise au point, voilà, c'est assez simple. On appuie sur l'endroit où on veut que ce soit net et c'est net. Et donc après, bah, on va aussi avoir la notion de gestion de l'inclinaison de la caméra. Donc ça, c'est un des avantages du drone, c'est-à-dire qu'on va pouvoir incliner la caméra plus ou moins, alors vers le haut, c'est en général un peu limité en fonction des drones, mais surtout vers le bas, donc avec un angle plus ou moins aigu et donc on va pouvoir, gérer sa compo et son cadrage comme ça et puis après on fait pivoter le drone, sur lui-même pour, savoir quel angle on veut capturer et puis, bah, on déplace le drone tout simplement. C'est en fait finalement, c'est plus le photographe qui se déplace, c'est comme si l'appareil se déplaçait à la place du photographe. Alors, globalement, ce que dit Édouard, c'est vraiment plutôt bien résumé. Je veux juste mettre un petit bémol sur la partie vidéo. Moi qui ai travaillé en binôme, en fait, hein, avec un opérateur qui manipulait l'hélico à l'époque, hein, et moi qui étais à la prise de vue, même encore aujourd'hui avec les automatismes que propose DJI, justement, hein, il y a notamment sur les derniers modèles ce qu'on appelle le cruise control qui permet, en fait, on définit la vitesse de déplacement du drone, et ben ensuite, on le laisse voler, on le dirige et on peut filmer
exactement ce qu'on a envie en dirigeant. On enclenche Ça veut dire l'enregistrement. vitesse de croisière. Voilà, c'est une vitesse de croisière, comme un régulateur en fait. Hein, et on va pouvoir voler vers où on veut, etc. Avant qu'il y ait ça, on essayait de faire ça avec les waypoints, pour ceux qui avaient la fonction waypoint. Donc, on prédestinait un parcours avec des waypoints et on laissait le drone voler tout seul et on faisait soi-même le cadrage. Aujourd'hui, cette fonction Cruise Control, donc qui est un régulateur, permet vraiment d'avoir des mouvements beaucoup plus souples que ce qu'on faisait avant. Pour moi, c'est une chose que j'avais demandé, du reste, et j'en parlais à Olivier Mondon qu'on a entendu tout à l'heure. Mon rêve, ça serait que DJI fasse comme on faisait avant, qu'on puisse jumeler 2 radiocommandes et qu'il y ait un opérateur qui vole et un opérateur qui cadre. Parce que vraiment, il y a des mouvements qu'on fait à 2 qu'on ne pourra jamais faire tout seul. Aussi doué qu'on soit, moi qui commence à avoir quand même pas mal d'expérience, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas aussi beau, aussi fluide. J'en veux comme exemple, moi je regarde régulièrement des trucs à la télé où il y a des plans drones. Putain, mais les mecs, c'est ultra basique, ils font pas grand-chose d'étonnant avec. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est des JRI qui sont tout seuls et ils font comme ils peuvent aussi tout seuls. C'est pas une critique, hein, ils font, c'est plutôt pas mal, mais on voit toujours un petit peu le même genre de plan. Quand on est à 2, franchement, je vois vraiment la différence de plan, quoi, en fait. Malheureusement, c'est un peu le sens des métiers aussi, dans lesquels on demande toujours plus. Avec Oui, pas mais forcément, le problème plus de pour moyens. moi, oui, mais c'est pas le problème de voir toujours plus, c'est que là, c'est au détriment quand même de la qualité de ce qu'on peut produire. C'est un petit peu dommage. Moi, je vois ce qu'on faisait à 2 à l'époque avec notre hélico. C'était un Aericam, un gros machin. J'ai ressorti des plans il n'y a pas longtemps. C'était tourné avec un GH4, je crois, à l'époque. Et puis des plans faits avec les OS1. Quand je vois la fluidité des mouvements qu'on avait, puis en même temps, c'était à l'époque, on a bossé avec quelques petites boîtes de prod où c'était des demandes d'un chef-op et d'un réal qui nous dit « Moi, je veux ça comme plan. » Faut qu'on lui fasse le plan. Aujourd'hui, je peux vous dire que les chefs-op, en fait, se posent la question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ce que le gars peut faire. C'est la grosse différence, je dirais. Donc, moi, voler à 2, je trouve que c'est intéressant. Et là, juste, on parle de prise de vue. Il y a peut-être des étapes sur lesquelles il faudrait revenir rapidement d'un point de vue pratique. C'est quand on installe l'appli, qu'on sort le drone de sa boîte, la batterie est chargée, on va faire son premier vol. Est-ce qu'il y a des phases de calibration de la nacelle, comme ça peut être le cas Oui, ou, tout à fait. Comme les gimbals chez DJI, par exemple. C'est le même principe, en fait. On va à la fois calibrer la radio. Donc ça se fait tout seul ou est-ce qu'il faut être un peu aguerri quand même il faut bouger la radio. Il y a une espèce d'un circuit en 8 où on va bouger la radiocommande pour l'équilibrer. Par contre, la nacelle, c'est un réglage auto qu'on déclenche depuis et qu'on peut refaire, on peut recalibrer. Hein, et puis c'est même recommandé de le faire assez régulièrement. Et pareil, au niveau vraiment pratique matos, parce qu'on est quand même dedans, et avant de reparler de prise de vue, comment on gère les batteries du drone, parce que notamment quand on voyage, c'est un truc qui peut être on entend parfois des trucs sur le côté inflammable. Les batteries, hein, c'est comme pour les batteries d'un appareil photo, il faut les avoir avec soi, on peut pas les mettre en soute, donc ça c'est un truc à garder à l'esprit. Là on parlait d'un Mini 5 Pro, mais même un Mavic 4 Pro, franchement les batteries sont pas énormes, donc ça peut être avec soi. Je dirais que c'est pas la problématique. La gestion de la batterie, après, c'est comme n'importe quelle batterie. Je dirais même, c'est la même chose pour un appareil photo. Il faut toujours éviter de les pousser à bout. Le Mini 5 Pro, on l'évoquait tout à l'heure avant l'enregistrement de l'émission, il est donné pour une durée, les batteries sont données pour 35 minutes. Ce qui paraît énorme. Hein. C'est toujours très... quand on prend le Mavic Pro, c'est plus de 40 minutes, hein, on est presque à 50 minutes. Sauf que c'est toujours des chiffres un petit peu optimistes quand c'est fait sur des conditions de labo. Quand on est en vol, quand on pousse un petit peu le drone, quand il y a du vent, le drone, il carbure. Quand on sollicite énormément le drone, automatiquement, l'autonomie promise et annoncée, elle n'est pas vraiment là. Là, les tests que j'ai fait avec le Mini 5 Pro, par exemple, qui est donné pour 35 minutes, moi, j'estime qu'en volant sans trop violenter le drone, allez, on va dire 23 minutes. Hors mode sport, du coup, ou avec le mode sport ? J'ai mis du mode sport, mais sans l'envoyer trop. J'ai fait 2 tests pour voir vraiment si sa vitesse max était bien là, mais je ne l'ai pas trop ennuyé. Mais je pense qu'on va être dans la vingtaine de minutes. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, parce qu'en même temps, j'ai eu le cas avec un R3S, j'ai prévenu Olivier, j'ai poussé vraiment le drone jusqu'au bout. J'ai annulé le RTH. Bon, je l'avais vu, évidemment. J'ai annulé le RTH et j'ai voulu voir jusqu'où je pouvais pousser la batterie. Elle est morte. C'est une batterie qui avait 5 vols. Donc, il faut faire attention à ces batteries parce que ce n'est pas non plus donné. Donc, il faut optimiser ça.
C'est quand même quelque chose de très, très important. Mais plus on avance Ça dans le rejoint le volet temps, sécurité, hein, dont on exact, et parlait. ça rejoint le volet sécuritaire. De toute façon, si ça m'était arrivé en vol, il m'a déclenché un RTS et à un moment, bah, il va se poser. Selon les paramètres que je lui ai dit, il reste en l'air à telle altitude. Mais il y a la sécurité, au moins chez DJI, c'est un truc qu'on ne pourra pas leur enlever. C'est vraiment, vraiment au cœur de leur process. Donc, Bon. mais voilà, il faut maîtriser ses batteries. Ok. Et en termes de qualité d'image, photo et vidéo, est-ce que c'est convaincant ces petites machines? Bah, au début, évidemment, comme beaucoup, j'étais un petit peu, au tout début, hein, je dirais bien, avant de commencer même à les tester, je me dis: «Ouais, mais ça fera jamais aussi bien que mon OS 1D ou une RAID embarquée ou du gros matos qu'on embarquait sur nos appareils», et quand on a acheté le premier Phantom, déjà quand j'ai vu ce que sortait le Phantom à l'époque, je me suis dit: «Merde, c'est bluffant, quoi». C'est pourtant pas des gros capteurs, hein, mais quand on voit ce que ça fait aujourd'hui, bah là, le Mini 5 Pro, par exemple, bon, alors ils annoncent 50 millions de pixels. Bon, c'est un quad buyer, en vérité, c'est un 12 millions, hein, mais quand on voit ce que sort ce drone. Parce que c'est un peu comme sur les smartphones, c'est une logique de bloc capteur Exactement. plus optique. Exactement. Et sur certains modèles, comme sur les smartphones, il y en a plusieurs. Exactement. Là, les Mini, il y a une seule focale, tu l'as annoncé tout à l'heure, Ouais. c'est 24 C'est mm. un grand angle. Ouais. Mais il y a une possibilité de zoom numérique qui, là, alors, dans certaines limites, hein, je dirais x2 max. Bah, quand j'ai déroché mes premières photos, on va dire, j'étais bluffé. Et en vidéo, Oui, puis parce que par rapport au précédent Mini, c'est la première fois qu'il y a un capteur 1 pouce. Ah, c'est c'est pas la- négligeable. Bon, tu parlais des Phantoms, c'était plus du 4 tiers, je crois. C'est un peu c'était encore au-delà. c'était du 4 tiers, Mais je crois. capteur 1 pouce, ça devient, Ah, mais là, pour les photographes, pour leur parler, c'est la série des Sony ah ouais, RX100. non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les drones de DJI jusqu'au Mavic 4 Pro, on va dire, c'est des drones entre guillemets grand public pour experts, etc., mais qui est utilisé par les pros. Tellement la qualité est bonne. Moi qui ai testé longuement le Mavic 4 Pro, pareil, quand je l'ai rendu, je pleurais Alors, parce que là, c'est un outil fabuleux. En vidéo, hein, pour se représenter un peu les choses, le Mavic 4 Pro, il est capable de réaliser des séquences en Apple ProRes 422 HQ, Mm. 5,1K 50p, 4K 120p, Ouais. D-Log HLG, D-Log M, quoi. Donc, Bah là, on est en, c'est pas dégueu comme on est en D-Log aussi avec format le Mini 5 Pro. d'enregistrement, Ah oui, hein. non, mais même un Mini 5 Pro, quand on voit ce que ça sort, mais j'ai testé même d'autres drones, on peut prendre des plans, un Avata par exemple chez DJI, qui est un petit drone FPV, quand on voit ce que ça sort en qualité d'image, ça n'a pas à rougir de ce que sortent les drones de qualité supérieure. Mm. Bah, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début qui est quand même super important. C'est qu'il appartient à une certaine catégorie ouverte, le Mini 5 Pro. Alors, le Ce qui Mini n'est pas le 5 cas ouais, c'est un C0. du Mavic 4 Pro. Voilà. Alors là, ouais. Bah, non, mais effectivement, comme C'est le quand même- souligne un peu Benjamin, il y a différentes catégories pour les drones qui sont liées au poids, en fait, on va dire, du drone. Là, on parle, l'Actus et le Mini 5 Pro, c'est un drone de catégorie 0. C'est-à-dire que la seule obligation de son propriétaire, c'est de s'inscrire sur le site Alpha Tango et de déclarer son drone. Point barre. Il n'a pas besoin de passer les examens, l'examen de base ou l'examen 1 et A3 pour voler avec des drones de plus grosse catégorie. N'importe qui peut voler avec ce drone, mais il faut s'enregistrer sur le site Alpha Tango. Voilà. Alors, la législation qui encadre l'utilisation des drones en France, elle évolue tout le temps, constamment. Et a priori, d'importants changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2026. On s'est entretenu avec le formateur et télépilote Pierre-André de la société Droni. Il nous explique ce qui risque de nous arriver. Alors, pour dire vrai, la réglementation européenne, du coup, se met en place depuis 2021 et on arrive à la fin de la période de transition, justement fin 2025, avec la mise en place du règlement européen pour tout le monde au 1er janvier 2026. Et donc, on a déjà pas mal de choses qui se sont mises en place et qui vont se finaliser dans les mois qui viennent. On a encore quelques textes de loi en France qui doivent être mis à jour, qui sont des petits points noirs justement là actuellement sur la mise en place totale et l'harmonisation avec les autres pays européens. Mais donc ce qu'il faut voir, c'est que la nouvelle réglementation, elle est basée sur un niveau de risque et non plus comme l'ancienne réglementation qu'on pouvait connaître sur une distinction entre des usages professionnels et des usages de loisirs. Donc, par rapport à ça, on va avoir des niveaux de risque. Donc, on parlera de la catégorie verte et de la catégorie spécifique principalement, qui correspondent au niveau de risque que notre vol va générer
en fonction du poids du drone, en fonction de la distance à laquelle on est des personnes. Donc, pour des usages plutôt orientés loisirs, on va principalement aller sur des machines relativement légères. Les niveaux de formation vont être assez cool, même plus cool dans certains cas que ce que l'on pouvait avoir dans la réglementation nationale. On peut, avec un drone très léger comme la gamme Mini, qui est la plus représentée dans le cadre des usages de loisirs. On peut, avec un mini, commencer à voler pour le plaisir et même exercer professionnellement avec son drone, sans forcément avoir de formation ni théorique ni pratique. On va simplement être limité à des usages avec des risques faibles, donc loin des gens. On va pas pouvoir voler dans les espaces publics, par exemple, tout ce qui va être les parcs publics, les vols en agglomération, tout ça seront impossibles. Et quand on va vouloir aller plus loin, et donc par exemple utiliser des drones plus lourds comme la gamme Mavic, là on va avoir des formations d'abord purement théoriques, puis théoriques et pratiques, qui au fur et à mesure nous permettront de gagner en compétences et donc de pouvoir aller sur des risques plus élevés jusqu'à faire voler des drones dans les agglomérations, vraiment dans les rues, avec les déclarations qui vont bien toujours, hein, on n'oublie pas, il faut vérifier les autorisations pour le ciel, vérifier, enfin faire les déclarations pour les préfectures, ce genre de choses. Donc là, plutôt orienté pour des professionnels. Mais comme on disait, étant donné qu'il n'y a plus de distinction entre loisirs et professionnels, tout va se baser sur le niveau de formation du pilote et sur le drone qui va être utilisé. Alors, on comprend bien qu'avec un modèle comme le Mini 5 Pro, hein, dont on parle depuis le début de cette émission, finalement, on n'a pas besoin de formation particulière, hein. On rentre dans cette fameuse catégorie du peu de risque, finalement, des vols. Toi, tu conseilles malgré tout, même si on ne va pas sur des situations à risque, comme l'explique Pierre-André, de se former? Et si oui, qu'est-ce qui s'offre à nous? Bah, je dirais que déjà Pierre-André a vraiment parfaitement résumé un petit peu le contexte actuel, notamment en termes de législation, où il y a de très très grosses évolutions. On arrive justement à la finalisation de cette réglementation européenne. Pour en venir à la formation, même si effectivement un petit drone comme le Mini 5 Pro, puis même les plus petits, hein, se manipulent de manière très 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 simple, je dirais quand même que se former et s'entraîner reste quand même quelque chose d'essentiel si on veut voler proprement. Déjà, se faire plaisir et voler bien, je pense qu'une formation n'est pas idiote. Pour ça que je suis très content de voir arriver les simulateurs dans certaines radiocommandes. J'espère que ça va se généraliser à l'ensemble de la gamme. Ça serait quand même plutôt bien. Parce que je dis, on peut voler et on peut casser sans casser. Ça, c'est plutôt bien. On parlait du Mini 5 Pro, qui est effectivement un drone en C0, qui peut évoluer en C1. Donc, du reste, il est fourni avec des étiquettes. Il est à la base Alors C0. C1, c'est drone compris entre 250 et 900 grammes Voilà. à l'heure actuelle, mais si on comprend bien, tout ça va donc Alors, tout ça va encore changer. évoluer. Donc, voilà, il faut, je pense que quand on s'intéresse un petit peu au drone, même si c'est pour du loisir, il faut quand même un petit peu s'interroger sur ce qu'on peut faire et ne pas faire. La formation, je reviens dessus parce qu'Arthur me questionnait dessus. Je pense que ça reste important. C'est pas obligatoire avec un Mini 5 Pro, même les plus petits. Mais je pense que c'est plus safe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise bien son appareil, bah, on est entre guillemets moins dangereux pour soi et pour les autres. Même si on vole dans son jardin. Hein, ta belle maman qui arrive, bon, sauf si tu fonces volontairement dessus, ça serait dommage qu'il t'échappe et qu'il lui tombe sur la tête. Parce que même un petit drone comme le Mini 5 Pro, mais même encore plus petit, ça peut vraiment faire très très mal. Donc, maîtriser son engin, c'est comme une voiture. Une voiture, moi j'ai commencé à conduire quand j'étais jeune, j'avais pas mon permis, mais ça aurait été complètement dingue que j'aille sur la route. Si je n'avais pas tous les rudiments, si j'avais pas été formé à conduire, bah voler qu'un drone, je pense que ça relève un petit peu de la même logique. Et toi, en tant que pro, comment tu les vois, ces évolutions à venir qu'a très bien détaillé Pierre-André? Bah, en tout cas, j'espère qu'effectivement, alors, ce qui va grandement changer, effectivement, il l'expliquait tout à l'heure, c'est le distinguo entre professionnels et drones de loisirs, ce qu'on pourra faire ou pas, voler en ville, pas en ville, et tout ça va énormément évoluer pour le bien de tout le monde. Donc ça, je dirais que quelque part, c'est bien. Maintenant, moi, je fais partie des gens qui prônent quand même, non pas, moi, j'y veux pas que ça soit la schlag, de la fermeté, etc., mais qui est quand même un cadre qui permette d'éviter des accidents, je dirais, avec un drone. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai vu des photos d'accidents avec des hélicos à l'époque.
parlait pas encore de drone. Hein. Moi, j'en veux pour exemple notre drone, nous qui avait des pales qui faisaient pratiquement 3 mètres d'envergure, des pales en titane. Moi, j'ai vu ce que donne un coup de pale dans la tête de quelqu'un. Un drone peut faire, je dis pas aussi mal que ça, mais peut faire très très mal. Donc, voler safe et formé, c'est un passeport pour, je dirais, un petit peu plus de tranquillité. Je dirais pour tout le monde, hein, pour le pilote, etc., etc. Bon, maintenant qu'on en sait plus sur ces fameux objets volants identifiés, on va essayer de voir les différentes solutions qui s'offrent à nous en termes d'équipement. Et on vous propose d'écouter le témoignage de Christian Cromarias de la boutique spécialisée Camara Cournon, qui est située au 17 rue Sarliève à Cournon d'Auvergne. Il nous donne sa sélection produit pour un premier drone avec un budget maximal et tout compris autour de 1 000 €. Alors le profil des utilisateurs et donc des acquéreurs pour notre boutique, au départ, il était plus un profil d'utilisateur un petit peu pointu, un petit peu tech, un peu nerd, qui savait ce qu'il achetait directement parce qu'on n'avait pas l'avantage de pouvoir faire des démos de produits. Maintenant, il faut savoir que par le biais de notre enseigne et puis par le biais de la marque avec laquelle on travaille de plus en plus souvent, on a l'avantage d'avoir des produits de démo et beaucoup de clients qui sont pas rassurés de base à se dire bon, j'y arriverai pas, etc. Ils imaginent plus un produit de modélisme qu'un produit de prise de vue, nous demandent de leur faire des démos et on fait ça avec grand plaisir. Et ça nous permet de remporter énormément de ventes de ce type de clientèle qui n'aurait pas acheté le produit tout seul de son côté. Je pense que la plupart des consos qu'on a qui s'équipent d'un drone chez nous, c'est le point de vue qu'ils recherchent. C'est un point de vue inédit, c'est une approche complètement différente. Et nous, dans le but, c'est plutôt de faire des produits, des prises de vue. Mais nous, l'essentiel de notre clientèle est plus sur des gens qui vont nous parler de qualité, de dynamique, d'appareils qui puissent faire du RAW ou du D-Log pour faire de la vidéo. Il y a plusieurs types de produits que j'aime beaucoup chez DJI. Même un petit DJI Neo, je trouve ça mais vraiment super sympa pour avoir une première approche d'un drone. Il est tout caréné, on peut jouer avec les enfants. Il a du suivi automatique. On peut acheter un kit FPV avec des lunettes. On s'amuse. C'est entre le modélisme et la prise de vue. Je trouve vraiment ce produit hyper quali. Après, si j'avais un conseil à donner pour ma clientèle, mon noyau de clientèle qui est plutôt photo, vidéo, le Mini 5 Pro coche vraiment toutes les cases dans un budget comme celui-ci, puisqu'on a un capteur d'1 pouce pour la première fois sur un modèle ultra compact. Pour l'occasion, je dois avouer que l'occasion avec ces marques-là qui sont dans un concept de fuite en avant, j'ai toujours peur parce que j'ai toujours peur qu'on ne puisse plus fournir de batterie. On ne peut pas avoir de batterie compatible sur les drones. On peut peut-être pas avoir d'hélice plus rapidement. Et pour le magasin Phototrot que je suis, qui arrive encore à vendre des objectifs qui peuvent avoir 20, 30 ans et être toujours compatibles via des bacs sur des hybrides dernier cri, ça m'irrisse toujours un petit peu le poil. Bon, DJI ou DJI, hein, il n'y a pas vraiment d'alternative. Hein. Si, il y a DJI aussi. non, mais là, je pense que la situation, effectivement, était plutôt bien résumée. Alors, effectivement, comme tu dis, hein, il y a DJI et DJI. Mais effectivement, il y a quand même toute une gamme de produits qui permet, selon le budget et puis l'envie de ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Comment tu pourrais nous expliquer peut-être très rapidement la différence entre les modèles Mavic Pro, les modèles Mavic Air, le Mini Pro. Enfin, c'est pas. Et c'est surtout maintenant que le 1 pouce est dans la gamme Mini, parce qu'il y a un moment, on pouvait Alors, dire. C'est pas Mavic Air, c'est Mavic, la gamme Air, la gamme Mini, etc. Bon, explique-nous. Alors, on va partir par le haut. Mavic Pro. Le 4 aujourd'hui, Mavic 4 Pro, je pense qu'il n'y aura pas de Mavic 4. Aujourd'hui, ça va être Mavic 4 Pro, Mini 5 Pro, R3S parce qu'il n'est pas R3 Pro pour l'instant. Là, on est sur le haut du panier de... Capteur 4 tiers. Capteur 4 tiers, capteur 1 pouce. Hein, sur le R3S, c'est un capteur 1 pouce. Plusieurs blocs. Là, c'est bi-objectif, si je me rappelle bien. On a 3 optiques sur le Mavic 4 Pro. Voilà. Les grosses différences vont se situer à ce niveau-là. Jusqu'au Mini 5 Pro, moi, je me dis que c'est vraiment du matériel qui, selon le besoin du professionnel, c'est bien adapté aux besoins. Moi, je sais qu'aujourd'hui, un Mini 5 Pro, en prise de vue, pour moi, professionnelle, je pourrais m'en contenter pour beaucoup de choses. Après, évidemment, pour aller plus loin, on monte en gamme R3S et Mavic 5 Pro, parce que là, on a la possibilité de vrais zooms, enfin de vraies optiques
et non pas des zooms numériques. Le Mini 5 Pro, c'est un zoom numérique, quoi qu'on puisse dire. Ensuite, tout est question de budget aussi, bien entendu. Hein. On a vu que le Mini 5 Pro qui vient d'être lancé aujourd'hui dans sa config de base est en dessous des 1000 €. Dans sa config Flymore, avec je ne sais plus quelle radiocommande, mais il est à 1200, je crois, un truc comme ça. Entre guillemets, ça reste encore, même si c'est pas donné, hein, mais ça reste encore abordable par le grand public. Après, quand on monte sur du R3S et du Mavic 4 Pro, dans les bundles Flymore, moi, ce que je recommande de toute façon, c'est avoir plusieurs batteries. Parce que si on va voler uniquement, même si on a 50 minutes avec un Mavic 4 Pro, 50 minutes, c'est que 50 minutes finalement. Quand on a 3 batteries de 50 minutes, on est quand même peinard, on est quand même tranquille. Et c'est vrai donc pour tous les kits à base de 3 accus. Après, il y a un problème qui était soulevé sur le matériel d'occasion tout à l'heure, même si moi je me dis que pour débuter, on peut trouver du matos d'occasion, ça reste intéressant. Et sur certaines gammes, je vois le Mini 5 Pro par exemple, est compatible. Il y a une compatibilité, il peut récupérer les batteries du Mini 4 Pro par exemple. On n'a pas la même autonomie, c'est plus le même poids non plus, parce que c'est pas. Faut faire attention donc justement à la législation par rapport à ça. Mais effectivement, il a raison d'attirer l'attention sur le fait que quid effectivement des batteries, des pièces, etc., que le magasin pourra fournir. Alors il y a une législation en France qui impose un suivi sur 10 ans théoriquement pour du matériel qui est vendu sur le territoire. Qu'est-ce qu'il en sera vraiment? Est-ce que le DJI Can Refresh Can Refresh tiendra bien la distance sur ces 10 ans? Moi, j'ai jamais cassé de fantôme, donc j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a quand même cette sécurité-là par rapport à la loi française. Maintenant, en toute franchise, moi qui ai l'habitude de m'en servir, et qui ai l'habitude, là je dirais avec mon propre matériel photo, moi je saute en général 2 générations de boîtiers par exemple. Mes optiques, c'est plus pérenne. En drone, on n'achète pas forcément le dernier qui vient de sortir. Donc, même si le Mini 5 Pro vient de sortir, le Mini 4 Pro, c'est toujours pas un clou. Et même le Mini 3 qui était avant, ça reste des drones intéressants et finalement pas chers. Et là, on parle des batteries, donc parmi les accessoires importants. Est-ce qu'il y en a d'autres que toi, tu vas privilégier, comme des filtres ND, par exemple les hélices, est-ce que tu vas prendre un pack avec des hélices de rechange? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que le les DJI drones, Can Refresh a l'air performant. Alors, les hélices, il y a toujours un kit d'hélices en rab qui est fourni dans tous les drones. Enfin, je parle en tout cas pour le Mavic 4 Pro. Ça veut dire quoi? Il faut les changer souvent? Il faut inspecter leur état? Ça fait partie des règles de sécurité. Avant de voler, on check son drone. C'est-à-dire que je ne mets pas la batterie et je l'envoie. Je vérifie si mes hélices sont bien fixées. Alors là, le Mini 5 Pro, enfin, on peut les déclipser. Il n'y a pas besoin de tournevis. Quand on l'oublie, c'est la vraie galère. Justement, si on casse une hélice. Mais oui, on doit checker toujours son matériel. C'est un prérequis pro, évidemment. Mais j'estime que ce prérequis, la sécurité, elle vaut pour tout le monde. Donc, on check son drone, on vérifie les hélices, on vérifie l'état des batteries. Moi, c'est en checkant que je me suis rendu compte que j'ai une batterie du R3S qui est morte. J'aurais pas checké, je partais avec 3 batteries, tranquille, je pensais bien avoir chargé. Et en fait, j'en avais une qui était morte. Bon, pas une incidence, c'était du test, mais voilà, ça, c'est des choses qu'il faut bien observer. L'histoire des filtres, effectivement, c'est intéressant aussi. Oui, quand on ne peut pas faire varier le diaphragme, par exemple. Ah ben, quand on est au max du temps d'obturation et du diaph, on est content d'avoir des filtres neutres. Alors par contre, ce qu'il faut faire bien attention aussi, c'est le rajout de poids. Parce qu'on peut accessoiriser un drone. On peut lui rajouter des patins supplémentaires. Moi, je me suis amusé. J'ai testé, c'était avec le Mini 4 Pro. J'avais testé des patins avec des flotteurs pour le poser sur l'eau. Non, mais ça marche très bien, sauf que je suis plus en classe C0. J'ai augmenté le poids de mon drone. Et du coup, il se recalibre? Ou ça se passe comment? Je perds théoriquement de l'autonomie, il est plus lourd. Et lui, il ne sait pas qu'il y a ça. Lui, il part comme il est Mini 4 Pro. Il ne sait pas tout ça. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut aussi un petit peu faire attention. Alors, dans un cadre privé, tu voles dans ton jardin, tu n'as pas trop de risques s'il y a une galère. Mais comme moi, tu voles dans... Moi, c'est des sites, entre guillemets, publics, même s'il n'y a pas grand monde, mais c'est des anciennes gravières. Il y a des superbes plans d'eau, etc. C'est très beau pour les images. Si j'ai une galère avec mon drone parce que j'ai surchargé, je lui ai mis trop de poids par rapport à ce qu'il est censé être, c'est pour ma pomme. Même en question d'assurance, moi j'ai une assurance professionnelle en tant que photographe, si j'ai outrepassé quelque chose, qu'il y a un contrôle qui se fera automatiquement, oui, mais ton drone il n'était plus dans les règles, il n'était plus dans la norme. Donc voilà, je pense que tout ça, j'en reviens toujours à ce que je dis, la sécurité des vols, c'est important.
Bon, eh ben on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Patrick, pour ces innombrables conseils et informations que tu as partagés avec nos auditeurs. Je mets un terme à cette discussion et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec Patrick Lévesque pour cette grande discussion consacrée aux drones. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Patrick, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, quand on n'a jamais volé, est-ce que la prise en main d'un drone de prise de vue, DJI, est facile et ludique ? Oui, je peux vraiment répondre de manière positive. C'est facile. Alors, faut pas avoir peur, évidemment. Faut se désinhiber un petit peu. Mais ça vole de manière très, très simple. C'est ultra assisté. Donc, franchement, pour quelqu'un qui vole pour la première fois, j'estime que, allez, on va raisonner un peu large. En une demi-heure, la personne sait faire évoluer son drone. Je dis pas qu'il va être pro du vol, mais au moins, il sait faire évoluer son drone. Peut-être commencer par juste piloter avant de Exactement. penser photo et Ah vidéo. bah oui, d'abord, on manipule. Parce que Puis il y a ce mode de démo, de simulation. Alors, pas pour tous les drones. Hein. Là, c'est vrai, donc pour les RCN2 et les RC2 Pro, là, la nouvelle radiocommande. Là, tu parles des radiocommandes. Voilà, des radiocommandes. Pour le Mavic 4 Pro, le R3S et le Mini 5 Pro, il y a un simulateur qui est incorporé donc, dans DJI Fly. Et là, on peut vraiment voler avec ces 3 drones. Même quand on n'a pas un Mavic 4 Pro, hein, tu as un Mini 5 Pro, tu as accès aux 3 autres avec différents types de scènes. Tu voles en urbain, tu voles à Stone Age, tu voles dans plein d'endroits assez sympathiques et ça te permet réellement de manipuler ton drone comme le vrai. Ça, c'est important. Et en même temps, ce simulateur, il a un mode démo qui te permet de découvrir comment fonctionne ta télécommande et il te fait faire un parcours une fois que tu as compris tous les mouvements. Alors, par défaut, c'est en mode 2. Je dis un gros mot, mais parce que les radiocommandes, tu peux voler en mode 1 ou en mode 2. C'est-à-dire que tu avances et tu recules en mode 2 avec le joystick à droite et tu te déplaces et tu montes et tu descends avec le joystick à gauche. Et c'est inversé avec le mode 1. Tu apprends tous ces rudiments et ça, je trouve que c'est vraiment super intelligent et j'espère que DJI vraiment le généraliser à tous ces drones. Et comme on l'a dit pendant l'émission, parce que là on est dans le débrief, ça n'empêche pas de suivre, et on le recommande fortement, une formation. Moi, je recommande. Maintenant, ce n'est pas une obligation pour les petits drones en catégorie 0. D'autant que maintenant, il va y avoir des simus, donc je pense que ça va peut-être aussi aider un petit peu. Mais voler au moins 1 ou 2 fois avant, ça permet un petit peu de se dire, effectivement, ouais, c'est pas si compliqué que ça. Un sujet qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs pendant notre discussion, c'est cette fameuse technologie qu'on retrouve dans les drones DJI qui s'appelle l'Active Track, suivi de sujets avec intelligence artificielle. C'est une sorte de super pilote automatique, ce truc-là ? Oui, on pourrait presque dire que c'est un pilote automatique, c'est-à-dire qu'en gros, depuis l'application DJI Fly, on cadre le sujet qu'on va vouloir suivre. Ça peut être soi-même, hein, pour les gens qui font du vlog ou des choses comme ça, tu peux te suivre toi, le drone te suit. Et il s'arrête quand tu vas lui demander. Tu peux suivre une voiture, tu peux lui dire aussi, voilà, tu vas me faire des figures autour d'un point. Donc, en fait, il y a plein d'automatismes et ce qu'on appelle les modes master shot et les modes quick shot qui sont des outils automatiques de vol qui te permettent de faire des figures que même un débutant ne serait pas capable de faire. Là, il les fait de manière automatique. Et le système de suivi de DJI, pour ça, est vraiment plutôt bien adapté pour suivre des gens ou des objets en mouvement. Je fais une petite incise et je rebondis sur quelque chose qu'on a vu pendant la discussion qui est très important du coup. Tu es en vélo, tu veux te filmer toi-même, mais comment tu fais pour garder le drone en visu, qui est une des recommandations de base du pilotage? Alors là, évidemment, c'est là où merde, c'est la question qui tue. Non, je vais pas dire Joker, mais bon, je pense que non, on fait confiance, d'accord, c'est fiable, mais jusqu'à quel point, quoi? Non, mais c'est-à-dire que là, effectivement, quand tu vas pédaler devant toi et si le drone te suit derrière, sauf si tu lui as demandé de te suivre en latéral, tu sais qu'il est derrière. D'abord, tu l'entends, tu sais qu'il est là. Donc, je pense que là, on n'outrepasse pas, je pense, les obligations du vol. On doit avoir le drone en vol. Le vol peut-être privilégier des endroits dégagés, surtout au début. Oui et non, parce que moi, je sais que là, j'ai fait un test justement en lui demandant de me suivre dans des endroits où il y avait des arbres et des branches, etc. Oui, il vole, il descend, il monte. Alors,
il y a des limites. Moi, je sais qu'avec le R3S, par exemple, il y avait tellement d'encombrement dans l'environnement dans lequel je l'ai fait voler. Bah, il m'a fait un peu tondeuse à gazon. J'ai rien cassé, Dieu merci, pour une fois. Mais bon, des fois, il y a des limites. Hein, donc, il faut quand même faire attention. Encore une fois, ça fait partie de la sécurité que j'ai énormément évoqué tout au long de cette Mais c'est ton émission. mantra un peu. C'est pas mon Mais t'as mantra, raison, enfin, pour moi, c'est un impératif pour Ouais. voler de manière sereine. Pour soi, pour tout le monde, et faire quelque chose de propre. C'est quelque chose qu'on doit avoir toujours à l'esprit. Donc ça, c'est des choses qu'on anticipe. Bon. Est-ce que la qualité d'image, que ça soit en photo ou en vidéo, est au rendez-vous avec des drones actuels de dernière génération? Oui, alors c'était même vrai pour les générations d'avant. Déjà, la qualité, moi, m'avait scotché. Et là, aujourd'hui, avec les 3 derniers drones que DJI a sortis, franchement, ça fait vraiment mal, quoi, en fait. Enfin, quand je dis mal, dans le bon sens, hein, c'est d'une qualité vraiment excellentissime. Alors, encore une fois, après, tout dépend de ce qu'on va faire avec son drone. Si on vole comme un salopard, par exemple, en vidéo, il faut essayer de respecter aussi certaines pratiques qu'on ferait même en vraie vidéo. Par exemple, quand on fait un déplacement en latéral, on essaye de voler lentement. Si tu voles trop vite, ton image va pas être hyper nette. Ouais. La preuve, c'est quand moi je l'ai fait, hein, pour mes tests, je me déplace très 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 vite. L'image, elle est... Elle est saccadée mécaniquement? Non, elle n'est pas saccadée, mais tu te dis merde, c'est pas très piqué. Elle vibre un peu. Dès que tu t'arrêtes, pif, tout d'un coup, ça défonce. En vérité, toutes les images sont excellentes, mais comme tu vas trop vite dans ton déplacement, bah, l'image est moins bonne. Donc, c'est des choses, il faut observer, c'est de la pratique aussi, ça, selon l'altitude à laquelle on vole, le type de déplacement, etc. Tout ça a des incidences sur la qualité, bien sûr, mais je peux vous dire que quand on maîtrise bien, c'est excellent. Les D-Log, les modes, tous ces modes en vidéo permettent de travailler avec des luttes perso, c'est la qualité, c'est extraordinaire. Et quand on travaille en RAW, en photo, on va encore plus loin que ce que sort déjà de manière très propre les drones de DJI. Bon. Qu'est-ce qu'il est autorisé et où est-ce que c'est autorisé? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un drone léger de moins de 250 grammes? Bah, tu peux voler dans énormément de configurations. Bon, on t'interdit toujours pour l'instant. Alors, je sais que ça va évoluer rapidement avec la nouvelle législation qui va se mettre en place théoriquement à partir de janvier. Mais on doit rester toujours dans un domaine où, en ville, par exemple, on ne vole pas, pour le moment. On évite le survol des gens, ou alors de manière furtive, c'est-à-dire qu'en gros, on est passé, mais en théorie, on n'est pas au-dessus des gens. C'est pour ça que l'active track dont on parlait tout à l'heure, par exemple, tu n'es pas au-dessus de la personne, tu es toujours derrière, sur les côtés, mais voilà, tu n'as pas ce risque-là. Donc, il y a un petit peu ces obligations. Alors, je recommande encore à tout le monde, bien entendu, qui va acheter un Mini 5 Pro ou même des drones un petit peu plus petits en catégorie, d'aller sur le site Alpha Tango où le gros des choses est résumé. Je rappelle, et ça c'est important, que tous les revendeurs de drones ont des obligations de conseil de ce que tu as le droit de faire avec le drone que tu achètes ou pas. Il y a même, je crois, un document qui doit être fourni à l'acheteur. Comme ça permet encore une fois de voler sereinement et en sécurité. Et juste, on l'a pas trop dit pendant l'émission, mais il y a des sites, des applications qui permettent d'avoir des informations sur les zones qu'on peut survoler. Bah, tu vas sur pense au site Géoportail, par exemple. Oui, tu as le Géoportail où il y a un onglet où tu vas pouvoir matérialiser les zones que tu as le droit ou pas de survoler. C'est assez clair, avec hein, zone rouge. Oui, sauf qu'il n'est pas verte. suffisamment pointu. Tu as Maxet, tu as Géodrone, tu as plein d'applis qu'on trouve pour smartphone, pour alors, iOS et Android, hein, là, il n'y a pas de secret. Où là, tu as effectivement les endroits que tu as. Alors évidemment, il y a les zones sensibles dont on n'a pas le droit de survoler, centrales nucléaires, des prisons, toutes les zones. Gare. Alors, pour les aéroports, en même temps, tu as à la fois le survol de l'aéroport, mais tu as tout un périmètre autour. Moi, je sais que là où je vole à côté d'un petit aérodrome. Hein, c'est pas un gros truc. Je suis juste à la limite d'où j'ai le droit de voler. Mais je fais 10 mètres de plus. Et là, déjà, sur les 20 mètres ou 30 mètres en allant vers l'aéroport, là, j'ai plus le droit à 120 mètres, mais j'ai le droit, je crois, à 80 mètres, etc. Et après, à partir du moment où c'est rouge, tu n'as plus le droit de voler. L'autre exemple où je vole, mais là, je n'ai surtout pas intérêt. Je vole beaucoup dans l'est de la France, pas loin de la BA 113 de Saint-Dizier. Et là où je vole, j'ai le droit, mais j'ai pas envie de me prendre un rafale. Bah oui. Quel modèle conseiller, Patrick, pour un budget tout compris autour de 1 000 € pour un premier achat? Un GoPro Karma. 1 000 €, je dirais qu'il y a le Mini 5 Pro sans les RC récentes avec le moniteur. Mais moi, je dirais que
le grand, ça serait un petit peu plus... pour moi, le ticket d'entrée est plus intéressant en rapport qualité-prix, reste vraiment le Mini 5 Pro avec le premier kit Flymore. C'est-à-dire que là, pour en gros 1 200 €, on a 3 batteries. Donc, on a quand même de la marge pour voler. Et on a une radiocommande qui est quand même aussi intéressante. Ok. Donc, ça, c'est un bon ticket. Après, j'insiste quand même que si on n'a pas trop d'argent, mais qu'on veut vraiment s'y frotter, il y a l'occasion. Après, l'occasion, c'est quid des batteries. Dans quel état je vais avoir les batteries du drone que j'ai acheté? Ça rejoint ce que disait notre ami tout à l'heure. Est-ce que j'aurai suffisamment de batteries encore pendant tant de temps? Ça reste le point. Question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il y a une boîte noire si on achète d'occasion? Est-ce qu'on a un journal des vols qui ont été effectués, peut-être dans des conditions parfois Non, difficiles tu ne l'auras pas parce que, par exemple, moi qui teste des drones, il faut que je les rende à DJI puisque ce n'est pas mes drones. Une fois que j'ai fini de tester le drone, quand je suis encore avant la sortie, j'ai un log de DJI. Donc là, ils savent exactement où je vole, ce que je fais, etc. Après, quand je l'ai encore un petit peu, là, je me log avec mon pseud, etc., etc. Et une fois que je rends le drone, je me délogue. Et surtout, c'est que je désappare le drone de mon compte, donc ils n'ont aucun historique. Et la personne, éventuellement, si c'est le mien, à qui je le revends, il a que ma bonne foi pour lui dire, voilà, les batteries sont encore en bon état, il a volé que 2 heures. Non, mais voilà, après, il faut faire confiance. Mais, parce qu'évidemment, le marché de l'occasion aujourd'hui, c'est quoi? C'est eBay, c'est Le Bon Coin, c'est des sites un peu de ce genre où on y va à la fleur au fusil, quoi. Mais je ne sais pas du tout, justement, si les revendeurs ont des rayons d'occasion ou pas. Je ne sais pas. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Patrick. On attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Patrick, tu connais par cœur, mais je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Non. Alors on y va quand même. Première question qui nous vient d'un dénommé Manu. En termes de garantie, quelle est la politique de DJI sur des produits neufs? Il y a la garantie légale en France, donc c'est 5 ans. Et s'il y a le moins de soucis sur un appareil, une batterie qui est défectueuse ou un truc comme ça, DJI qui refresh, et théoriquement, il y a un remplacement du matériel défectueux. J'ai testé il n'y a pas longtemps, par contre, là, c'était de ma faute. C'était pas un drone, mais une petite caméra 360 qui vient de sortir. Je l'ai malheureusement fait tomber. Et évidemment, j'ai cassé la lentille. Ça a mis 5 jours, ça m'a coûté 48 €, je crois, et en 5 jours chrono. Patrick, avec ton expérience, est-ce que ça bug, ce genre de truc? Est-ce qu'un drone qui bug et qui chute, qui est responsable? C'est toi ou c'est DJI? Si c'est un bug qu'on peut imputer à l'application DJI Fly ou au drone en lui-même, ça sera facile à prouver de toute façon. Ça arrive ou pas? Alors moi, pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Les casses que j'ai eus, parce que ça m'est arrivé, c'était imputable à ma pomme. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais en mode sport et j'étais persuadé que j'étais pas en mode sport et j'ai tapé un arbre et j'ai cassé. Ça m'est arrivé aussi avec le Mini 4 Pro. Là, par contre, c'était effectivement un problème de la détection d'obstacles qui était bien activée. Il a tapé les branches, ça l'a cassé, parce que là, j'ai cassé qu'un bras, mais j'ai quand même cassé. Et là, c'était bien un problème qui venait du drone. Alors, pour information, c'était pas un drone de série, c'était encore un drone, théoriquement encore du LED, on me l'a livré dans son emballage prêt à vendre, mais il n'était pas encore complet au niveau du firmware, etc., etc. Donc ça a été imputé à un bug de DJI. Juste pour être complet sur tout ça, il y a bien un site, une boutique de matériel reconditionné officiel chez DJI. Très bien. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça vaut le coup. Non, c'est une bonne nouvelle, oui, bien sûr. En parcourant rapidement, il y a quand même des trucs qui valent le coup. Bon. Qui valent le coup, c'est... Non, mais qui sont du coup oui. reconditionnés et garantis. Oui, bien sûr, bien sûr. Deuxième question, Patrick, qui nous vient de Voodoo Child 46. Peut-on faire confiance au smartphone pour piloter ou mieux vaut-il investir dans une télécommande?
Alors, c'est pas une télécommande, c'est une radiocommande. J'insiste. Moi, au début, quand je testais, on avait que la possibilité de filmer avec un smartphone, donc je peux confirmer que ça marche très 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 bien. Alors après, évidemment, encore une fois, je reviens toujours à ces histoires de sécurité, on désactive tout ce qui peut perturber la conduite d'un vol, mais ça marche très très bien. Ensuite, moi, je préfère quand même voler avec une radio, avoir mon smartphone au cas où, et les nouvelles générations de radiocommandes qui sont vraiment hyper efficaces et hyper quali. Parfait. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Tristan. Depuis le rachat de Hasselblad par DJI il y a quelques années, est-ce qu'il y a eu des évolutions en termes de qualité d'image ? Alors là, la réponse, je ne vais pas dire, elle va être brève, mais oui, évidemment, l'apport de Hasselblad sur la gamme des Mavic, Mavic 4 Pro maintenant, ça a vraiment fait monter, on va dire, encore en qualité, la qualité d'image. Moi, j'ai commencé les Mavic avec le Mavic 3. J'ai vu tout de suite la différence après avec le Mavic 3 Pro, le Mavic 4 Pro, etc. Oui, l'apport d'Hasselblad, il est indéniable. Et on attend la fin du chrono. Ah j'ai été trop vite. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Fabien. Moi, j'aimerais bien monter mon Z6 III sur un drone. Est-ce que c'est possible pour un débutant ? Pour un débutant, là, c'est pas DJI la solution. Là, il faut se tourner vers un fabricant de drones spécifique, comme nous on avait fait au début, avant DJI. DJI, ils n'ont pas des modèles avec... ils ont des plus gros modèles. Des nacelles où on met un boîtier dessus ? Non, alors moi, à ma connaissance, au-dessus des Mavic, toute la gamme, on va dire, expert grand public, c'est la gamme Inspire. Je crois qu'il y a eu encore une autre gamme qui est encore plus gros, mais là, on est sur des prix, déjà, c'est 10 000 euros la bête. Pour des productions National Geo ou BBC. Non, mais voilà, là, c'est des grosses solutions coûteuses. Bon. Et pour terminer, Patrick, une question de mes soins, une question qui tue. Tu préfères photographier à bord d'un Rafale ou voler avec ton EOS fétiche suspendu à un drone ? Alors, la question qui tue, j'ai pas encore volé à bord d'un Rafale, c'est un peu prévu. J'ai volé sur d'autres gros avions, c'est le top, c'est le pied. Voler en hélico, en vrai, c'est le pied. Maintenant, j'aime bien aussi voler avec mes drones parce que, en fait, si moi je devais payer des heures d'hélico, ça me coûterait la peau des fesses, alors qu'aujourd'hui, voler en drone, on a une meilleure maîtrise des coûts avec une qualité d'image quand même intéressante. On a les limites d'altitude, de hauteur de vol. Mais c'est pas la question. Ton EOS suspendu à un drone. J'ai volé 8 ans avec mon EOS suspendu dans un hélico, c'est bien plus risqué que dans un drone. Donc, pas de problème. Allez, on conclut là-dessus. Merci, Patrick. Mais je flippais quand même. Tu m'étonnes. C'est la fin de cette émission, Patrick. Immense merci d'avoir accepté notre invitation à nouveau, d'être venu à nouveau à nos micros dans notre studio. Ton actualité en ce qui te concerne. Je teste le Mini 5 Pro. On l'aura compris. Non, toujours du test de matériel pour réponse photo, toujours des tests de drones, de caméras d'action et d'autres d'autres choses pour les numériques. Préparation d'une expo à Fécamp, pour pas trop changer. D'autres préparations d'expo pour l'année prochaine. Et sinon, toujours, je travaille beaucoup en ce moment pour donc SIPA. SIPA me distribue, mais ils m'ont beaucoup engagé sur tout ce qui est armement et vol, notamment. Et donc, je fais beaucoup mumuse avec des gros avions. Avant, c'était des trains, maintenant, c'est des gros avions. Et je m'éclate bien. À bientôt, j'espère, à Patrick. Bientôt. La semaine prochaine, on vous propose notre traditionnelle émission annuelle consacrée au marché de la photo en compagnie de Damien Bernal. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration.
Cette émission vous a été présentée par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.